Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'année 2025 proposée par la rédaction de Pharmaceutique. Avec moi sur ce plateau, Julie Versbicki, bonjour, journaliste chez Pharmaceutique, ainsi que Guillaume Montagu, sociologue. Guillaume, je laisserai Julie vous présenter plus amplement lors de la discussion qui servira ensuite d'introduction à ces quelques 2 petites heures que nous passerons ensemble. Alors ceux qui nous suivent, ceux qui ont déjà pu assister à plusieurs événements sur les maladies rares ou sur la santé visuelle, rien d'étonnant donc à ce qu'aujourd'hui nous vous proposions d'aborder la question de ces maladies neuro-inflammatoires rares. Cette émission est réalisée pour le compte de l'association NMO France, que je remercie de sa confiance, ainsi que les laboratoires Alexion et Roche. Et je remercie tout particulièrement sa présidente, Souad Mazari, de nous avoir confié l'organisation de cet événement. Donc Souad qui participera à la fois à la 2e table ronde et qui conclura également cet événement. Alors comme d'habitude, comme nous le faisons traditionnellement, pas de nom de molécules sur cet événement. Il ne s'agit pas d'un événement scientifique à visée proprement thérapeutique, mais plutôt, il s'agit plutôt de parler aujourd'hui de prise en charge des différents types de neuromyélite optique, ainsi que de l'intégration des innovations thérapeutiques, à la fois dans le parcours de soins, à la fois de leur adoption, non seulement par les professionnels de santé, mais également par les patients, et enfin, bien sûr, de leur accessibilité dans les centres experts. Alors, ce sujet est particulièrement aigu, puisqu'en préparant l'émission, Julie disait que 4 nouveaux anticorps thérapeutiques étaient arrivés sur le marché français en 4 ans, donc ces sujets sont évidemment extrêmement prégnants. Alors, quand on parle de neuromyélite optique, on parle d'une maladie auto-immune rare, qui touche le système nerveux central, essentiellement le nerf optique et la moelle épinière. La prévalence est faible, elle est estimée à 1 pour 100 000, donc c'est 100 fois plus rare qu'une maladie comme la sclérose en plaques, par exemple, avec laquelle on la confond souvent. Elle évolue quasi exclusivement sous forme de poussée optico-médulaire qui nécessite une hospitalisation et laisse plusieurs séquelles. Alors quand on parle de la neuromyélite optique au sens strict, c'est essentiellement chez les femmes que cela se produit, notamment autour de la quarantaine, puisque c'est environ 9 fois plus que chez les hommes, donc il y a une vraie prédominance côté sexe féminin. Alors que pour la MOGAD, qui est une autre maladie de ce spectre NMO, on y reviendra tout au long de cet événement. Alors d'abord, il y a une forme de parité entre hommes et femmes, à peu près 50-50, et on parle plus de femmes atteintes un peu plus jeunes, plutôt de la trentaine. En tout cas, c'est ce que les études dessinent. Comme vous le savez, on fonctionne par un système de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions en direct sur le chat. Et en fonction du temps imparti qui nous restera, Julie puis Hervé Réquillard, qui animera la 2e table ronde, feront leur mieux pour les relayer. Article de compte-rendu à suivre sur pharmaceutique.com dans quelques jours. Cette émission est exceptionnellement en accès libre et donc vous aurez bien sûr accès au replay également dans quelques jours. Le temps pour nous de monter tout ça proprement. Julie et Guillaume, à vous. Merci Pierre. Bonjour à tous. Et sans plus tarder, pour introduire ce colloque dédié aux maladies du spectre de la neuromyélite optique, ou plus simplement NMOSD, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Montagu. Alors, vous êtes sociologue, directeur de la recherche de la société de conseil en innovation Unnose. Alors, si pour commencer, vous avez conduit plusieurs études sur des maladies neuro-inflammatoires chroniques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà un petit peu l'historique de ce qu'on connaît sur la NMO et les maladies de spectre? Et qu'est-ce que cette maladie a de particulier par rapport à la sclérose en plaques, comme l'a dit Pierre, on confond souvent les deux, ou par rapport à d'autres maladies neurologiques plus fréquentes? Oui, absolument. C'est une maladie qui a une histoire relativement récente, puisqu'elle est caractérisée à la fin du 19e siècle, par des équipes en France, donc par Eugène Lévy et un médecin dont il a dirigé la thèse qui est Fernand Got, donc en 1894 à Lyon, qui décrit effectivement le tableau clinique que vous avez rappelé en introduction, vraiment avec des myélites transverses, et des atteintes du nerf optique très importantes. Et ce qui caractérise vraiment cette maladie par rapport à la sclérose en plaques avec laquelle, vous l'avez dit, elle a longtemps été confondue, c'est la violence des poussées. Donc la sclérose en plaques peut manifester par des poussées, la neuromyélite optique se manifeste exclusivement ou quasi exclusivement par des poussées qui sont extrêmement violentes et qui peuvent engager le pronostic vital à chaque poussée. Et donc quand De Vic et Got en fait caractérisent la maladie, ils le font sur la base d'autopsie de patients. Et c'est réputé, c'est une maladie sans traitement, elle est réputée finalement engager le pronostic vital à très court terme, dès la première poussée et parfois à 3 ou 4 poussées, finalement pouvoir entraîner le décès. Donc c'est véritablement une urgence et c'est des poussées qui sont gravissimes et qui vont entraîner des handicaps qui ne sont pas récupérés comme on peut récupérer par exemple d'une poussée de sclérose en plaques. D'accord, donc très différent effectivement. Très différent de ce point de vue-là, par la violence et l'intensité des poussées. D'accord.
Alors, il y a quelques années, à la demande du laboratoire Roche, vous avez mené une étude qualitative sur les répercussions des maladies du spectre de la neuromyélite optique depuis la perspective des patients. Est-ce que vous pouvez nous présenter le contexte de cette étude et ses principaux enseignements ? Alors, le contexte de cette étude, donc vous l'avez dit, c'était il y a quelques années, donc c'était c'était en plein milieu de la crise du Covid, donc c'était au moment où les thérapeutiques, dont vous avez appelé, en fait, ont commencé à arriver sur le marché. Donc, on avait les résultats des premiers essais cliniques qui venaient d'être rendus publics. Et généralement, ce sont des moments où, finalement, dans les contexte de mise sur le marché où les industriels font beaucoup d'études et on finance et soutiennent beaucoup d'études pour effectivement contribuer à l'épidémiologie, la connaissance du fardeau de la maladie, que ce soit à la fois dans le cadre de leur dossier d'enregistrement, parce que c'est des données qui sont demandées par les autorités, mais également afin de pouvoir soutenir les initiatives locales, nationales, dans la recherche. Et aussi faire connaître mieux la maladie, puisqu'à partir du moment où des traitements arrivent, c'est d'autant plus essentiel d'arriver à la diagnostiquer vite. Exactement, et ça fait partie des éléments de l'histoire récente, c'est-à-dire que la neuromyélite optique, finalement, jusque dans les années 2010, on n'entendait pas parler ou très très peu parler. C'était finalement des papiers assez confidentiels et ça a pris effectivement de l'importance dans les congrès internationaux et nationaux à partir du moment où il y avait des résultats d'industriels et par ailleurs davantage d'études qui étaient faites sur cette maladie. Donc après, pour parler des résultats de cette étude en particulier, le fardeau de la maladie depuis la perspective des patients, outre le fardeau clinique qui vient vraiment dépousser, on s'aperçoit que les retentissements dans la vie sont absolument majeurs, parce qu'à partir du moment où vous avez vécu une première poussée, et le contexte était celui d'avant l'arrivée sur le marché des traitements, c'est-à-dire dans un contexte où la maladie est moins connue, où le diagnostic est peut-être moins accessible, où par ailleurs aussi les traitements sont moins accessibles, évidemment les retentissements dans la vie étaient très importants. Et ce que ça veut dire pour les patients, c'est à partir du moment où vous avez eu cette première poussée qui vous a laissé souvent un handicap, ça veut dire que vous vivez dans la peur d'une nouvelle poussée. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un des premiers éléments qui caractérise l'expérience des patients. C'est-à-dire, par exemple, ça vous est arrivé une fois, et étant donné les séquelles et finalement le traumatisme que cela génère, c'est évidemment, vous avez, pour paraphraser une des personnes que j'ai rencontrées dans cette étude, la peur, en vous couchant le soir, de vous réveiller le matin et d'être aveugle. Voilà, c'est ce type de peur, d'angoisse avec lesquelles les patients peuvent vivre tous les jours. Et après, il y a des choses qui sont classiquement attendues à partir du moment où il y a des handicaps qui sont installés, c'est-à-dire qu'il y a effectivement tout l'apprentissage de vivre avec un handicap qui s'est installé de manière extrêmement brutale, c'est-à-dire c'est du jour au lendemain, vous devez apprendre à faire avec ces symptômes neurologiques qui peuvent être importants. Il peut y avoir aussi des symptômes sensitifs qui restent, donc des douleurs neuropathiques qui peuvent être résiduelles à la suite des poussées. Et puis, vous avez après classiquement la découverte pour les patients de ce que j'allais dire, être le fardeau administratif du milieu médico-social, où là, effectivement, rentrer dans les démarches avec les autorités qui sont en charge du handicap, les demandes d'aide qui prennent énormément de temps. Le fardeau des maladies rares. Le fardeau des maladies rares en général. Maladies chroniques. Et des maladies chroniques, mais là, pour le coup, qui, spécifiquement dans cette maladie, plus que dans d'autres que j'ai pu voir, s'installe de manière extrêmement brutale et a tout de suite des retentissements dans la vie qui sont extrêmement important. Il n'y a pas de progressivité, le parcours est complexe tout de suite. C'est-à-dire que ça ne vous laisse pas la possibilité de voir venir et d'anticiper, si tant est que ça puisse se faire. C'est que là, effectivement, c'est brutal, c'est installé, il faut le faire tout de suite. Et tout de suite, les carrières professionnelles sont tout de suite très atteintes. D'ailleurs, pour ceux qui arrivent à retrouver un emploi qui est un emploi adapté, généralement, il n'y a pas de possibilité de carrière possible, parce qu'un emploi adapté, par définition, il n'y a pas d'évolution de carrière dans un emploi adapté. La vie familiale, elle est extrêmement bouleversée. Alors évidemment, on a les trucs classiques sur les inversements de rôle avec les parents, les enfants, etc. Les conjoints qui quittent, parce que c'est majoritairement des femmes pour les NMOSD avec anticorps AQP4 qui sont touchés. Donc vous avez en fait comme ça des fardeaux multiples qui viennent s'accumuler, des doubles, triples peines qui vont spécifiquement toucher les patientes. Et aujourd'hui, sur lesquelles il y a peu de réponses qui existent, parce que l'accompagnement social et psychologique, dans le contexte du système de santé aujourd'hui, où il y a une réelle attrition des moyens, finalement très peu adapté. D'accord. Alors vous l'avez dit, cette étude est un petit peu ancienne puisqu'elle a été conduite en pleine période Covid. Mais du point de vue des patients, outre l'arrivée de ces traitements, est-ce qu'il y a eu des améliorations depuis et qu'est-ce qui pourrait encore être amélioré ? Alors, les améliorations qu'il y a eu depuis, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on fait cette étude, on est dans l'histoire qui est en train de se faire, c'est-à-dire qu'au moment où on fait l'étude, le PNDS est en cours d'écriture, il n'est pas encore sorti, le protocole national de diagnostic et de soins,
donc qui était en cours de rédaction à cette époque à la fois sur les NemoSD et les MoGAD, était en cours de rédaction. Il est sorti, je crois, en février 2021 pour la première version. Il y a une nouvelle version qui est ressortie cette année. Donc ça, c'est des moments qui sont assez importants parce que c'est des moments de normalisation et d'harmonisation des pratiques chez les professionnels de santé et qui permettent aussi de diffuser et de faire connaître la maladie parce que donc vous avez un volet qui est destiné aux médecins traitants et donc c'est un marqueur assez important dans l'histoire d'une maladie qui est un PNDS qui existe. Donc ce qui s'est passé depuis, vous l'avez dit, c'est que c'est une maladie qu'on connaît mieux maintenant. Donc on l'espère qu'il y a beaucoup moins d'errance diagnostique. C'est aussi et en quelque sorte une maladie dont la prise en charge bénéficie des progrès qui ont été largement aussi initiés par des équipes françaises depuis le début des années 2000 avec à la fois dans le traitement des travaux qui ont été faits par le groupe Nomanmus, dans la prise en charge des poussées, dans l'amélioration de la détection des anticorps qui permet en quelque sorte de certifier le diagnostic, dans également des traitements de première ligne avant que les traitements et l'autorisation de mise sur le marché, qui ont permis d'améliorer la prise en charge des patients, en tout cas d'avoir un diagnostic plus rapide, une prise en charge plus rapide et surtout une prise en charge des poussées également plus rapide qui permet de limiter l'impact fonctionnel et un handicap qui ne serait pas récupéré. Donc ça, c'est des progrès qui sont vraiment sur le plan médical qui ont été réalisés, qui sont encore à réaliser parce qu'on peut toujours mieux faire et il y a toujours des travaux, il y a des PHRC, il me semble, sur des programmes pour essayer d'améliorer encore la prise en charge des poussées, notamment en France. Et par ailleurs, sur le champ qu'il reste à améliorer, je vous dirais c'est celui du champ médico-social aujourd'hui qui reste encore beaucoup amélioré sur cette prise en charge du handicap, sur l'accompagnement de la vie avec la maladie, puisque c'est à la fois la bonne nouvelle d'une maladie rare avec un tel pronostic, c'est que si on arrive à mieux la soigner, c'est-à-dire que ça devient une maladie chronique avec laquelle on peut vivre, mais le pendant de ça, c'est qu'on en vit aussi avec ses conséquences et il faut pouvoir adapter l'environnement ou pouvoir aider les personnes à vivre avec les conséquences de la maladie. Et donc se pose la question du maintien de la participation sociale, du maintien dans l'emploi si les personnes le peuvent et le souhaitent, et également du pouvoir tout le soutien psychologique qui est pas toujours possible et pas toujours disponible. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage introductif. Restez avec nous pour la première table ronde qui va être dédiée au parcours de prise en charge des patients atteints d'une maladie du spectre de la neuromyélite optique. À tout de suite. Bonjour ou rebonjour, bienvenue à cette première table ronde dédiée au parcours de prise en charge des maladies du spectre de la neuromyélite optique. Comme cela a été dit plus tôt, une seule poussée inflammatoire peut entraîner des atteintes irréversibles. Une prise en charge rapide, coordonnée est donc indispensable dès le diagnostic, ainsi qu'un accompagnement pluridisciplinaire tout au long de la vie du malade. Et pour en parler, nous avons avec nous cet après-midi un patient expert, Pierre Guérin, de l'association NMO France, qui est à l'origine de cet événement, et trois professionnels de santé, Dr Justine Couturier. Vous êtes médecin neurologue au CHU de Nantes, spécialisé en neuro-ophtalmologie, et vous préparez une thèse de sciences sur les maladies inflammatoires du nerf optique. On en parlera à la fin de cette table ronde. Professeur Valérie Twitou, vous êtes ophtalmologue, professeur à Sorbonne Université, praticienne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et professeur Augustin Leclerc, vous êtes neuroradiologue à la Fondation Adolphe de Rothschild à Paris également. Tout à fait. J'invite les participants, s'ils ont des questions, à les poser via le chat et nous essaierons, si nous avons le temps, d'y répondre à la fin de cette table ronde. Docteur Couturier, est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler, ça a été dit tout à l'heure, mais nous rappeler brièvement quelles sont les premières manifestations de ces maladies? Alors les manifestations, c'est ce qu'on appelle donc les poussées inflammatoires. Donc ce sont des symptômes qui s'installent de manière rapide et progressive. Et dans ces maladies-là, la particularité est que deux zones sont particulièrement touchées. D'une part, le nerf optique, donc c'est ce qu'on appelle les névrites optiques, et d'une part, la moelle épinière, donc c'est ce qu'on appelle les myélites. Et donc, par exemple, les myélites, ça va donner plusieurs symptômes possibles qui peuvent être associés ou distincts, avec principalement des troubles moteurs, donc par exemple la jambe qui fonctionne moins bien, des troubles sensitifs, il peut y avoir des douleurs également, et des troubles qu'on appelle vésico-sphinctériens, donc au niveau de l'appareil, par exemple, urinaire.
Et donc au niveau ophtalmo, plutôt une altération de la vision. D'accord. Quand c'est la vision qui est d'abord altérée, les ophtalmologues se retrouvent en première ligne. Professeur Toubitou, ça de telles manifestations, qu'est-ce qui doit faire penser à une maladie du spectre de la NMO? Alors c'est une très bonne question puisqu'effectivement le mode d'entrée de la maladie est très souvent ophtalmologique et le diagnostic sera posé sur les anticorps mais qui vont mettre plusieurs jours à revenir. Donc il est vraiment essentiel que l'ophtalmologiste puisse se rendre compte des critères, des petits signes cliniques qui vont nous orienter. Alors je dirais pour le NMOSD, il y a deux catégories de signes. Ce sera principalement donc pour ce qui est des NMO classiques, une atteinte bilatérale, ça doit vraiment éveiller l'intérêt. Une atteinte particulièrement sévère, même si elle est unilatérale, quand la baisse de vision est très profonde, en dessous de 2/10, vraiment on va suspecter aussi une maladie de ce spectre-là. Ça peut être des violents dès la première Ça peut être très violent dès la première poussée, et c'est pour ça qu'il faut être très rapide dans le diagnostic pour éviter des séquelles. Après, il y a l'autre catégorie dans le spectre de De Vic qui est la MOGAD, où là, les autres signes qui vont un peu nous orienter vers ce type de maladie, c'est l'œdème papillaire, une neuropathie optique inflammatoire œdémateuse va orienter potentiellement vers une MOGAD, mais dans les deux cas de figure, NMO ou MOGAD, ça peut très bien être une névrite optique classique aussi, et qui sera la manifestation initiale. D'accord. Donc, docteur Couturier, le professeur Toubitou a parlé d'anticorps, c'est ce qui permet de confirmer le diagnostic de la maladie? Oui, mais pas que. Le diagnostic, il se fait sur plusieurs plans. Il y a déjà l'examen clinique qui doit être rigoureux. C'est important de bien examiner le patient, de l'interroger sur la poussée. Est-ce qu'elle est apparue brutalement ou plutôt progressivement? Ensuite, il va y avoir l'imagerie qui est vraiment essentielle. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des imageries qui documentent bien les symptômes des patients. Donc, on a des caractéristiques aussi dessus. Et ensuite, il y a toute la biologie avec, on va faire régulièrement normalement une ponction lombaire, donc ça c'est plutôt pour éliminer les autres diagnostics, et les anticorps qui mettent plusieurs jours à revenir mais qui sont vraiment importants puisque par exemple les anticorps qu'on appelle AQP4 signent la maladie. Donc ça c'est vraiment un marqueur très spécifique. Mais on a besoin aussi du reste, c'est pas que les anticorps. Les anticorps pris tout seuls, par exemple les anticorps anti-MOG tout seuls, les anticorps anti-MOG, c'est pour la maladie, donc on disait il y a les AQP4 exactement, la MOGAD. Spectre, d'accord. Tout à fait. Donc c'est vraiment important de faire un diagnostic avec tous ces éléments-là. D'accord, très bien. Et donc, professeur Leclerc, en tant que neuroradiologue, vous jouez aussi un rôle majeur dans la confirmation du diagnostic. Quels sont les examens à réaliser en priorité? Oui, tout à fait. Alors, c'est l'IRM qui va permettre de faire le diagnostic en plus de l'examen clinique et de la biologie. Ça va être l'IRM d'abord cérébral qui va montrer des lésions surtout du nerf optique, mais également l'IRM médulaire pour voir l'atteinte de la moelle épinière également qui est associée, qui peut ou ne pas être associée bien sûr. Et l'IRM, elle va avoir son rôle à la fois dans le diagnostic et également pour le suivi. Et au moment du diagnostic, ça va permettre aux neurologues, à l'ophtalmologue d'avoir un argument en plus pour avoir plus de certitude quant au diagnostic. Pour valider les atteintes entre guillemets du nerf optique ou de la moelle. D'accord. Alors puisque la maladie progresse par poussée inflammatoire, docteur Couturier, est-ce qu'on connaît des facteurs qui favorisent la survenue de ces poussées ou est-ce qu'on arrive à les prévenir? Il y a quelques facteurs qui ont été identifiés mais qui ne sont pas obligatoires. On sait que les contextes infectieux qui stimulent le système immunitaire peuvent en tout cas favoriser la survenue d'une poussée, mais c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire. Il y a d'autres contextes qui peuvent être plus à risque, par exemple aussi après la grossesse, après l'accouchement, mais on peut pas toujours les prévenir. Un des facteurs qui est essentiel, c'est plutôt aussi les changements de thérapeutiques ou les arrêts de thérapeutiques. Ça, par contre, il faut vraiment les encadrer. Donc c'est presque là-dessus qu'on a le plus de possibilités. D'accord. Alors Pierre Guérin, vous êtes un patient vous-même. Comment est-ce qu'un patient vit avec cette crainte, ce risque de survenue d'une nouvelle poussée? Alors c'est difficile. Déjà il y a un premier choc sur la première poussée et la première hospitalisation sur des patients qui n'étaient pas prévenus, qui avaient leur vie et leurs petites habitudes. Donc l'hospitalisation est assez mal vécue parce qu'on reste un petit moment. On a une perte assez rapide de la plupart du temps la fonction visuelle, parfois une fonction motrice. Voilà, il faut déjà digérer la chose et puis accepter le fait que
parfois il va rester des séquelles et qu'il va falloir s'adapter. Donc beaucoup de questionnements sur son avenir, sa réorientation professionnelle, comment vivre avec un handicap, parfois des douleurs. Donc ça va être assez difficile. À côté de ça, il y a certains patients qui vont passer outre, un petit peu dans un déni, et se dire que tout est normal, que ça ne se reviendra pas, et parfois vont un petit peu s'interroger sur l'intérêt d'avoir un traitement de fond immunosuppresseur pour éviter les récidives. D'accord. C'est fréquent cette attitude de déni ? C'est difficile à dire, mais on en voit. On a beaucoup de questions par rapport à l'association, on a pas mal de questions, mais je pense que c'est une forme de stress qui manifeste de cette manière-là pour se rassurer. D'accord. Quand une nouvelle poussée survient malgré tout, comment on peut faire en sorte qu'elle soit la moins délétère possible, docteur Couturier ? Toute poussée dans cette maladie est une urgence thérapeutique. On sait qu'il faut traiter au plus vite pour diminuer le risque de handicap résiduel. Donc, dans un premier temps, ça va être un traitement par corticothérapie. Donc, c'est des très grosses doses qu'on fait en intraveineux. Et dans certains cas, on va faire aussi ce qu'on appelle des échanges plasmatiques. C'est une sorte de dialyse en fait qui permet d'épurer le sang des anticorps et des facteurs de l'inflammation. Donc ça, c'est le premier temps qui est vraiment pour diminuer, pour couper l'inflammation. Ça, c'est pour toutes les pathologies du spectre de la NMO, cet échange Oui. plasmatique. Alors, les échanges plasmatiques, non, c'est plutôt pour les patients qui sont NMO avec des anticorps AQP4 ou double séronégatif. Pour les patients avec les anticorps anti-MOG, on ne fera pas forcément les échanges plasmatiques. On va évaluer en fonction de la récupération avec les corticoïdes. C'est des patients qui répondent beaucoup mieux aux corticoïdes et qui peuvent parfois avoir une réponse dès le premier jour, donc ils n'iront pas forcément... Donc la prise en charge immédiate est différenciée suivant... Exactement. Okay. Mais dans tous les cas, c'est des corticoïdes rapidement. Ensuite, on va faire aussi le traitement qu'on appelle symptomatique, donc ça va être de traiter les symptômes, la douleur, l'anxiété, et donc tout ce qui peut être manifesté par cette inflammation. Et ensuite, on va rapidement se poser la question s'il y a besoin d'instaurer un traitement de fond pour éviter que l'inflammation revienne. Donc ça, c'est plutôt de la prévention pour couper l'inflammation. Voilà, donc il y a vraiment ces trois axes qui sont importants à réfléchir dès le début de la poussée. D'accord. Et professeur Leclerc, comment le neuroradiologue intervient aussi en cas de poussée et aussi pour le suivi des patients et même entre deux poussées ? Alors le suivi effectivement va se faire également avec l'IRM, donc l'IRM cérébral, parfois médulaire également associé. Il y a des recommandations qui sont sorties récemment pour donner un peu le suivi de tout ça. Mais en tout cas effectivement le radiologue il a quand même un enjeu crucial là-dessus puisque si lui décèle des nouvelles lésions notamment qui sont infracliniques, il faut aller rapidement communiquer avec le neurologue, l'ophtalmologue pour que le patient soit traité et éviter que les choses s'aggravent. Donc effectivement, on a un rôle de vigie dans le suivi des patients. D'accord. Pierre Guérin, vous disiez qu'un des problématiques, c'est qu'une poussée n'était pas forcément reconnue comme une urgence. Alors, déjà pour le patient, quand il est chez lui, on va s'inquiéter assez facilement de la moindre modification, que ça soit visuel, parfois il peut y avoir des pièges, des biais de perception. Donc déjà, il va falloir se décider à aller aux urgences. L'accès aux urgences, en fonction des villes, va se faire parfois par les urgences générales. Et du coup, on va arriver face à des personnes, comme c'est une maladie rare, qui vont pas connaître la maladie et pas obligatoirement reconnaître le caractère d'urgence. On a entendu parler de cartes qui permettaient éventuellement de mettre en évidence le caractère urgent de la chose. Une carte, c'est-à-dire que le patient porte sur lui... Une carte qui permet de mettre en avant le caractère urgent de manière à pas passer par les urgences générales face à des personnes qui connaissent pas la maladie et donc nous feront passer après d'autres pathologies. D'accord. Professeur Leclerc, est-ce qu'il est possible en France d'accéder en urgence à une IRM partout sur le territoire ? Alors c'est une vraie problématique parce que il y a certains centres experts où on va avoir rapidement accès à l'IRM, ça c'est sûr, c'est certains hôpitaux un peu privilégiés,
mais sur une grande partie du territoire, on va quand même avoir un souci d'accès à l'IRM. Et comme le disait M. Guérin, le problème c'est que c'est des patients qui vont passer un peu après tout le monde, c'est-à-dire qu'on va faire passer d'abord le patient qui a un AVC bien sûr ou d'autres pathologies aiguës, sauf que ces patients-là doivent également avoir accès à l'IRM. Donc on est en train de rattraper un peu le retard, notamment sur l'installation des IRM en France, mais on est encore très en retard par rapport à la moyenne européenne par exemple. Et à cela s'ajoute également un problème d'expertise neuroradiologique, parce que là aussi, on manque de neuroradiologues, notamment dans les hôpitaux, pour pouvoir interpréter correctement ces IRM qui sont réalisés. D'accord. Il y a une double problématique. Des neuroradiologues qui connaissent bien ces pathologies très rares. Exactement, c'est ça. Très bien. Donc on le disait, une poussée nécessite une hospitalisation. Alors Pierre Guérin, comment se passe la prise en charge hospitalière ? Et surtout la gestion de la sortie. Ouais, la prise en charge hospitalière, généralement, pour ce qui est des doubles séronégatifs ou des AQP4, on va rester un petit moment à l'hôpital et on va ressortir un petit peu diminué. La sortie de l'hôpital, je crois que ça va beaucoup dépendre des centres hospitaliers dans lesquels on va être. Certains vont donner des recommandations en ce qui concerne la rééducation, même après les corticoïdes, on va avoir aussi une perte musculaire, on va être modifié, une prise de poids éventuellement. Donc certains vont avoir des conseils diététiques, éventuellement de la rééducation, des choses comme ça. Ça va vraiment dépendre des centres et c'est vrai qu'on a beaucoup de patients qui parfois se demandent un petit peu quoi faire en sortie et sont en demande d'informations pour la sortie de l'hôpital et la reprise de la vie, quoi. Et on leur en donne pas suffisamment, donc. Ça dépend. D'accord. Et docteur Couturier, donc vous me parliez aussi de la nécessité de cet accompagnement pluridisciplinaire pour la prise en charge des symptômes. Oui, tout à fait. Il y a le neurologue, mais pas que. Il y a l'ophtalmologue aussi qui est très important, le radiologue. Et après, pour toute la démarche rééducative, il y a le rééducateur. Parfois les urologues, quand l'atteinte est au niveau de la moelle épinière et qu'il y a des troubles vésico-sphinctériens. Quand c'est un enfant, le pédiatre aussi. Et surtout le médecin traitant qui doit être informé de la prise en charge du patient et qui doit aussi pouvoir connaître la maladie, les symptômes possibles. Je pense qu'il est très important dans la prise en charge du patient. D'accord. J'en profite parce que j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat, enfin plutôt un témoignage d'un parent de patient qui expliquait que c'était sa fille de 6 ans qui était atteinte, donc c'est déjà une maladie rare chez l'adulte. Est-ce qu'il y a aussi des pédiatres formés à cette maladie chez l'enfant ? Est-ce que c'est plus compliqué d'établir un diagnostic ? C'est toujours plus difficile chez l'enfant d'établir un diagnostic, mais il y a les pédiatres connaissent surtout les neuropédiatres. Et maintenant, avec la biologie aussi, l'IRM, on arrive quand même à faire le diagnostic. Et souvent, quand c'est un enfant qui a des symptômes, ça peut aller plus vite dans la prise en charge puisqu'on consulte tout de suite. D'accord. Professeur Twitou, vous pouvez parler aussi peut-être du rôle des ophtalmologues dans la prise en charge de ces patients au long cours. Est-ce que, pareil, vous intervenez sur le suivi, sur le contrôle des séquelles, sur la prévention ? Tout à fait. C'est essentiel que ces patients aient un suivi ophtalmologique à plusieurs titres. D'abord, effectivement, pour mesurer un petit peu l'impact de chaque poussée, avec un bilan qui est fait donc au diagnostic quand ils ont présenté une névrite optique. Donc, il faut qu'ils aient un champ visuel, une acuité visuelle, un OCT, pour évaluer l'impact anatomique et l'impact fonctionnel. Et ça, c'est des examens qui seront répétés au cours du suivi pour évaluer un petit peu la sévérité du handicap. Ça permet aussi, comme le disait le professeur Leclerc, en suivi d'IRM, ils peuvent voir s'il y a eu des poussées infracliniques. C'est pareil en ophtalmologie, on peut être amené, alors c'est quand même assez rare dans le cadre du NMO où souvent les poussées sont ressenties, mais des consultations ophtalmologiques régulières permettent de voir un petit peu s'il y a eu des poussées qui n'auraient pas été ressenties ou pour lesquelles le patient n'aurait pas forcément consulté, comme vous l'expliquiez. Il y a un intérêt aussi pour le suivi de toutes les autres pathologies ophtalmologiques, puisqu'il y a des séquelles quand même ophtalmologiques importantes, et qu'à ce titre, un patient qui aura d'autres maladies ophtalmologiques doit être vraiment suivi et dépisté. Et donc, il est important aussi, dernier rôle, je dirais, de l'ophtalmologiste dans ce cadre-là, de l'orienter vers toutes les structures de rééducation qui peuvent l'aider aussi dans la prise en charge de son handicap lorsqu'il y a des séquelles au niveau du champ visuel et de l'acuité visuelle. Donc, toutes les structures de basse vision, etc., qui peuvent lui être proposées, le matériel d'aide optique et humaine qui peut lui être proposé.
Merci. Alors, du coup, les parcours sont complexes, ça implique de multiples professionnels de santé ou paramédicaux ou hors du champ médical même. Comment on arrive à coordonner ces parcours complexes ? Donc ça va dépendre principalement donc de ce qu'a besoin le patient. S'il a besoin d'aller en rééducation ou pas, c'est pas le cas de tous les patients. Après, on s'adresse au centre de rééducation le plus proche de l'hôpital avec lequel on travaille. On a un réseau, chaque hôpital a son réseau avec les centres de rééducation qu'on connaît. Donc on les oriente, on en discute. Ils sont évalués par des rééducateurs qui évaluent aussi même en amont de la rééducation les besoins. S'il y aura besoin de kiné, d'orthoptiste, de psychologue, donc c'est vraiment au cas par cas. Mais on passe principalement par le rééducateur pour coordonner. Et du coup, qui est un peu le chef d'orchestre de tout ça ? C'est le neurologue, c'est un autre professionnel de santé, est-ce qu'il y a des infirmières de coordination ? Dans un premier temps, c'est le neurologue. Ça se passe en hospitalisation. Donc avec les kinés, les kinés de l'hospitalisation font une évaluation avec le neurologue. Donc on fait des demandes en rééducation. L'infirmière de coordination, quand il y en a aussi, peut aider. Ça commence très tôt. On voit vite si le patient va nécessiter de la rééducation ou pas. Et après, donc voilà, on fait la demande et on peut passer directement en rééducation. Pierre Guérin, votre expérience personnelle et les retours que vous avez aussi des adhérents de l'association sur cette coordination des parcours, comment ça se passe ? De quelles aides en tant que patient pouvez-vous ? Je pense qu'il y a encore des choses à faire. Je pense que le rôle de l'infirmier coordinateur peut être très très intéressant dans le suivi de ces choses, de conseiller aussi, donc effectivement psychologue, orthoptiste, rééducateur. Je pense qu'il dépend beaucoup des CHU. Voilà. Et en ville pour le suivi au long cours, parce qu'à un moment le patient sort de l'hôpital, donc même pour coordonner. On est un petit peu laissé à nous-mêmes. On tente le coup d'aller voir effectivement pour mon cas personnel des orthoptistes, des choses comme ça. Mais ça dépend vraiment énormément des gens. On sort souvent avec un petit manque d'informations quand même sur ce qu'il va falloir faire, quoi. D'accord. Alors, la Haute Autorité de Santé a publié en février dernier, c'est assez récent, le protocole national de diagnostic et de soins actualisé sur les maladies du spectre de la NMO. Est-ce que ce protocole va permettre d'améliorer les parcours et de combler ces lacunes ? Je vais demander votre avis à chacun. Docteur Couturier, d'abord. Je pense que c'est un très bel outil. Il est extrêmement bien fait et clair. Donc pour le médecin traitant, ça permet quand même de bien comprendre la maladie, de comprendre les différents stades, l'évolution, et puis il a aussi les coordonnées pour savoir où s'adresser s'il y avait besoin. Donc je pense que ça peut aider. Après, ça comble pas le problème du manque de professionnels aussi en secteur libéral, le manque de kinés ou le manque de psychologues. En tout cas, je pense que ça peut aider au moins le médecin traitant qui connaît pas forcément la maladie avant que son patient soit diagnostiqué. D'accord. Professeur Twitou ? Oui, c'est toujours un outil intéressant, c'est sûr, quand on a un document de référence qui permet de poser un petit peu les guidelines en termes de diagnostic et de suivi à destinée d'une population plus large médicale. À titre personnel, je peux regretter qu'il n'y ait pas beaucoup d'éléments ophtalmologiques puisque c'est un PNDS qui a été écrit principalement par des neurologues. J'ai pas vu d'ophtalmologiste dans les rédacteurs et c'est vrai que peut-être qu'on aurait pu détailler un petit peu plus l'atteinte ophtalmologiste lorsque c'est la porte d'entrée et qui consulte le médecin traitant pour les aiguiller vers ces signes d'alerte. Mais je pense que c'est très bien que ce PNDS existe et qu'il ait été publié. Professeur Leclerc ? Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit aussi. C'est toujours très bien d'avoir un PNDS, un outil de communication déjà de base. Ça permet la reconnaissance de la maladie, parce que quand on a un PNDS, on voit que la maladie existe. Ça, c'est déjà très bien. Et puis le fait d'avoir sur un seul document quand même des recommandations sur la prise en charge, sur les professionnels impliqués, sur la nécessité d'un réseau, c'est quand même très pertinent et très, très intéressant. Ça permet également à des médecins généralistes qui sont quand même moins au courant de la maladie de pouvoir rapidement se mettre à jour et de voir comment traiter un patient qui viendrait le voir avec une NMO, alors qu'il n'en a peut-être jamais vu dans sa carrière. D'accord.
Et Pierre Guérin, alors déjà, est-ce que NMO France avait été consulté pour l'élaboration de ce PNDS et tout? Qu'est-ce que vous pensez de son apport? Oui, NMO France a été consulté avec notre présidente, Madame Swan Mazari, et donc a permis un petit peu aussi à la réalisation. Personnellement, je l'ai trouvé très complet. Effectivement, peut-être l'ophtalmologie aurait pu être un petit peu plus poussée parce qu'effectivement c'est quand même une grosse atteinte. Après, nous on se pose des questions sur la réalisabilité de la chose. C'est vrai qu'il est complet, en particulier sur la sortie d'hôpital et les aides que les patients peuvent recevoir, en espérant que tout ça puisse être appliqué. C'est-à-dire, quand vous dites c'est pas sûr sur l'applicabilité, c'est-à-dire qu'il y a un manque de professionnels de santé pour suivre toutes les recommandations, c'est un manque de moyens, c'est un manque d'équipement. Je ne sais pas du tout, mais j'espère qu'il sera réalisé, tout simplement. D'accord. Alors, je voudrais revenir sur le cas des patients dits séronégatifs. Vous avez même parlé de patients double séronégatifs tout à l'heure, c'est-à-dire ceux chez qui on ne détecte pas les auto-anticorps qui sont spécifiques de la NMO ou de la MOGAD, mais qui présentent un tableau clinique similaire. Alors, Pierre Guérin, vous m'aviez expliqué que c'était votre cas. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça implique dans la prise en charge d'être double séronégatif? Alors, ce qui modifie la chose dans le séronégatif, dans le cas du patient séronégatif, c'est qu'après la première poussée, on n'aura pas un diagnostic positif sur notre maladie. Quand il faudra attendre la deuxième poussée pour réaliser un traitement préventif. Donc, on le sait pas à ce moment-là, mais après la première crise, on est un peu plus explosé. Après, voilà, on reste un petit peu les patients où on est un petit peu moins connus. Donc voilà, c'est un petit peu anxiogène. D'accord, je comprends. Alors, docteur Couturier, pour votre thèse de science, vous avez justement choisi de vous intéresser aux névrites optiques pour lesquelles il n'y a pas encore de cause identifiée, pour lesquelles on ne connaît pas les auto-anticorps. Alors, pouvez nous expliquer un petit peu votre projet de recherche? Oui, dans les névrites optiques, la principale maladie qui donne des névrites optiques, c'est la sclérose en plaques. C'est à peu près 70% des névrites optiques. Ensuite, environ 15%, c'est donc les maladies qui sont liées aux anticorps qu'on vient de discuter, les anticorps anti-AQP4 et les anticorps anti-MOG. C'est quand même des maladies qui ont été découvertes relativement récentes, en 2005. Avant, ces patients-là, on les considérait comme des formes un peu atypiques de sclérose en plaques. On traitait de la même manière, mais on voyait bien que les patients répondaient pas tout à fait pareil. Et le fait d'avoir découvert vraiment ces deux maladies distinctes, on sait bien que c'est pas les mêmes mécanismes, c'est pas la même prise en charge. Ça a vraiment transformé la prise en charge de ces patients. Et malgré tout, il reste à peu près 10-15% de névrites optiques, de patients qui présentent une névrite optique, qui n'ont pas de ces anticorps. Et en fait, on voit bien qu'entre chaque patient, il y a des spécificités. Certains patients répondent très bien aux corticoïdes, font plutôt penser à une maladie aux anticorps anti-MOG. D'autres répondent pas très bien et font plutôt penser à une maladie à anticorps anti-AQP4. Et donc la prise en charge est beaucoup plus difficile puisqu'on ne sait pas quel traitement de fond on doit mettre. Voilà, ça complexifie tout. Donc moi, je travaille vraiment. Notre hypothèse, c'est qu'il y a probablement plusieurs maladies différentes dans ce sous-groupe de patients. Et donc, on essaye d'identifier ces maladies-là, et notamment par le biais d'auto-anticorps qui n'auraient pas été encore identifiés. D'accord. Donc, vous en êtes où actuellement? Eh ben, je cherche. Je cherche encore, mais ça avance. Ok. Ça avance bien. On espère qu'il y aura des résultats à présenter prochainement. Alors, comme vous avez tous été très clairs et très, très concis, on a le temps déjà. Si entre vous, l'un de vous souhaite poser des questions à un autre intervenant, Pierre Guérin, j'avais cru comprendre que vous aviez des questions à poser. Oui, j'avais interrogé les patients de notre association pour faire remonter un petit peu quelques questions. Donc j'en profite d'avoir un plateau pluridisciplinaire. Donc voilà, j'ai commencé par un docteur Couturier. Certains patients se posent la question par rapport au côté transmissible de la maladie génétiquement, savoir ce qu'il en est. La névrite optique n'est pas une maladie héréditaire. C'est pas une maladie où on a identifié un gène qui peut être transmis aux enfants. On sait qu'il y a une susceptibilité génétique dans toutes les maladies auto-immunes. C'est le système immunitaire qui est un peu trop actif. Donc on sait qu'il y a une susceptibilité, mais on ne peut pas transmettre directement la maladie. En tout cas, on n'a pas identifié de cause génétique. Donc il faut bien dire aux patients que c'est pas parce qu'ils ont la maladie à anticorps AQP4 que leur enfant l'auront. Ça c'est clair. J'avais une question pour le professeur Leclerc. Est-ce qu'il est possible ou il sera possible, à partir d'une IRM,
d'individualiser la sclérose en plaques par rapport à la neuromyélite optique et les sous-classes de neuromyélite optique à l'intérieur, ou la MOGAD, à partir d'une IRM. Alors c'est déjà un peu le cas en pratique, c'est pour ça que l'IRM est très importante pour le diagnostic. Dans les critères diagnostiques, si on a des anticorps qui sont positifs, on n'a presque pas besoin de l'IRM. En pratique, tous les patients ont des IRM, et heureusement, parce que par exemple pour la névrite optique, les patterns, donc c'est-à-dire l'aspect de l'atteinte des nerfs optiques va être différent en fonction des pathologies. Pour la sclérose en plaques, on a plutôt des atteintes qui sont courtes, unilatérales, alors que dans la NMO, on aura plutôt des atteintes postérieures, bilatérales, et dans les MOG, donc les anticorps anti-MOG, c'est encore une autre atteinte, on a une atteinte plutôt longue qui va atteindre jusqu'au globe oculaire et l'ensemble de l'orbite, avec des atteintes douloureuses. Donc là, on a des patterns radiologiques qui sont distants entre les pathologies, et ça permet, nous déjà, de dire, attention, là, on est au moins sur une névrite optique atypique, donc il faut chercher des anticorps, chercher autre chose, et on peut même dans un centre de référence dire on pense qu'on est plutôt en faveur d'une neuromyélite optique ou d'une mogopathie, et comme ça orienter aussi le neurologue ou l'ophtalmologue. Et merci beaucoup. Et pour le professeur Twitou, savoir un petit peu où on en est au niveau de la récupération de la fonction visuelle. On parle de cellules souches, éventuellement de technologies autres, savoir si vous avez quelques informations. Alors, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours, effectivement, sur ces maladies, et notre but à tous, c'est effectivement la restauration de la fonction visuelle. Concernant les cellules souches, pour l'instant, il n'y a pas d'essai qui a montré une efficacité dans ce type de maladie, ce qui est discordant avec le nombre de sites qui proposent parfois des traitements par cellules souches en injection intraoculaire ou intratécale, et dont il faut extrêmement mettre en garde les patients parce qu'à l'heure actuelle, ça ne fait pas partie de l'arsenal thérapeutique reconnu. Mais il y a des recherches poussées sur ce... Alors pour l'instant, il n'y a pas d'essai encore qui inclut dans ce type de traitement. Donc il ne faut pas se laisser effectivement inclure dans des essais non officiels proposés par ces multiples sites. Mais il n'y a pas d'essai clinique parce que la maladie est trop rare, parce qu'il nous manque encore des connaissances? Parce que, à mon sens, pour l'instant, il y a des grosses perspectives. C'est une maladie immunologique, donc il y a des grosses perspectives sur l'immunomodulation qui est plus logique dans la prise en charge de ces pathologies. Mais qui ne permet pas une récupération. Qui ne permet pas une récupération pour l'instant à l'heure actuelle. D'accord. Qui permet de prévenir. Il y a d'autres questions? J'en avais une petite dernière. Allez. Merci déjà. Non, je profite du tableau, du plateau pluridisciplinaire. Les patients, la première question qu'ils vont se poser, c'est est-ce que je fais une récidive? Est-ce que vous auriez quelques signes d'appel? Alors même si c'est une question très très vague, j'en ai conscience. Quelques signes d'appel du moment où ils doivent s'inquiéter, contacter leur neurologue ou aller aux urgences, ou que c'est quelque chose de normal, dû au traitement ou dû à la température, à quoi que ce soit? Alors sur le plan visuel, je laisserai Justine Couturier répondre sur le plan neurologique, mais sur le plan visuel, je pense que quand les malades savent qu'ils sont NMO positifs, moi je leur dis toujours de consulter dès qu'ils ont un doute. Je pense pas que ce soit possible de faire le diagnostic tout seul de simples atteintes type UTOF ou autre, d'atteintes qui ne sont pas des poussées. Et donc je pense qu'au moindre doute, il faut consulter, quitte à consulter pour rien, plutôt que de laisser passer une poussée compte tenu de la sévérité potentielle. Oui, je suis tout à fait d'accord. Surtout quand c'est des symptômes nouveaux. Là, il faut vraiment s'alerter. Quelqu'un qui n'a jamais eu de problème sur, par exemple, l'œil droit, s'il commence à moins bien voir de l'œil droit, je pense que là, il faut consulter. Et sur les symptômes moteurs? Sur les symptômes moteurs aussi. Quand ça arrive de manière très progressive, je pense qu'il peut, par exemple, s'il connaît bien son médecin traitant, qu'il a l'habitude aussi de l'examiner, je pense qu'il peut aussi passer par lui pour avoir un bon examen clinique. Et le médecin traitant nous appelle et nous, on en rediscute. Mais au moindre doute, il faut vraiment consulter. D'accord. Très bien. Est-ce que l'un d'entre vous, en dehors de Pierre Guérin, d'autres questions? Sinon, je passe aux questions du chat. À disposition du chat. À disposition du chat. Avant le début de l'événement, quelqu'un avait demandé si vous comptiez parler de la maladie aquaporinopathie.
Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est une maladie du spectre de la NMO? Justement, c'est la maladie. En fait, aquaporinopathie, c'est le spectre général pour dire l'atteinte de l'aquaporine 4. C'est les anticorps anti-AQP4. D'accord. C'est la même chose. Donc c'est la même chose que la NMO. D'accord. Que la NMO à AQP4, anticorps AQP4. Ok. Effectivement, le terme officiel, ça reste NMO SD en anglais, donc c'est Spectrum Disorder. Donc il faut parler de NMO et de son spectre NMO. Et éviter plutôt le terme aquaporinopathie qui est peut-être plus précis, mais qui n'a pas d'entité propre. D'accord. Et qui exclut les NMO séronégatives. En plus, c'est tout le problème de... Alors, est-ce qu'un méningiome basé dans le sinus droit peut provoquer des poussées? Je ne vois pas de lien qu'il pourrait y avoir entre le méningiome et la maladie inflammatoire. D'accord. Ok. Une question pour le professeur Leclerc. Est-ce que les IRM sont toujours lisibles quand le nerf optique est très atrophié? Alors c'est une très bonne question. En fait, quand le nerf optique va être très atrophié, on va avoir du mal à mettre en évidence une nouvelle poussée. Après, ceci étant dit, la poussée clinique, on va avoir d'autres arguments, notamment ophtalmologiques. On peut aussi injecter un produit qui, lui, va se fixer sur le nerf optique s'il y a une poussée. Et là, ça se verra même si le nerf est atrophique. Donc, on a quand même des moyens de voir qu'il y a une poussée. A contrario, on en parlait tout à l'heure, l'IRM, c'est pas un bon moyen pour voir l'atrophie du nerf optique. Pourquoi? Alors, on peut la voir, mais on les verra à un stade assez tardif. Et aujourd'hui, on a d'autres examens ophtalmologiques, notamment qui s'appellent comme l'OCT, qui permettent de quantifier plus précisément la perte en fibres nerveuses du nerf optique. Et donc, c'est plutôt cet examen qu'on fait pour voir s'il y a un retentissement sur la quantité de fibres. Et ça, c'est un examen qui peut être fait facilement Ah oui, alors c'est un examen qui est vraiment assez facilement disponible et assez accessible. Le seul bémol que je mettrais, c'est qu'effectivement, au-delà d'un certain nombre de poussées, on va se retrouver quand même aussi un peu dans la configuration de l'IRM où il y a ce qu'on appelle un effet plancher. C'est-à-dire que on perd jamais complètement toutes les fibres. Il y a un seuil au-delà duquel, même quand il y a des poussées ultérieures, l'OCT ne bougera pas. Donc, il est très utile, je dirais, sur les évolutions légères, modérées. Sur les très sévères qui ont fait beaucoup de poussées, on peut se retrouver sur un effet plancher. Mais ça reste un examen anatomique. C'est-à-dire que ça mesure l'épaisseur du nerf et le nombre de fibres. Après, ça peut être complété par un examen fonctionnel qui évalue la fonction visuelle, qui est le champ visuel. Et là, le champ visuel, pour le coup, peut être assez sensible pour détecter des poussées quand l'IRM ou l'OCT est pris en défaut. Alors, c'est pas du 100%, ça ne remplacera pas l'IRM, bien sûr, mais s'il y a une évolution franche sur le champ visuel, on peut être amené parfois à traiter quand on ne peut pas analyser autrement le nerf optique. Je crois qu'il y a une information qu'on n'a pas donnée, il me semble, c'est sur la fréquence des poussées. Est-ce que c'est plutôt 2 par an, une tous les 2 ans, une tous les 10 ans? Est-ce que ça dépend des maladies? Est-ce que ça diffère entre la NMO, la MOGAD? Ça dépend des maladies et ça dépend des patients. On sait qu'un patient qui a des anticorps anti-AQP4, s'il n'a pas de traitement de fond, il refera une poussée dans sa vie. Donc, c'est vraiment essentiel de mettre un traitement de fond. Un patient qui a des anticorps anti-MOG, il y a presque moitié des patients qui potentiellement ne referont jamais de poussée. Donc, pour l'instant, on est plutôt au stade d'essayer de trouver des marqueurs pour essayer d'évaluer, justement, de faire un pronostic sur le risque de récidive ou pas, pour savoir s'il faut mettre un traitement de fond ou pas. Donc, c'est très difficile à dire. Ça dépend vraiment des... Pour l'instant, on n'a pas de marqueur. On a des pistes, mais pour l'instant, on n'a pas encore de score, en tout cas, qui permettent vraiment d'affirmer ce patient-là a plus de risque de faire une poussée qu'un autre. Et là, c'est pour les anticorps anti-MOG. À l'inverse, est-ce qu'il y a des catégories de patients où les poussées sont vraiment fréquentes, c'est-à-dire une tous les 2-3 ans? Si ça arrive, on espère que le patient il va avoir un traitement efficace, et si ça arrive malgré un traitement immunomodulateur, dans ce cas-là, on va changer le traitement. Mais oui, il y a des patients qui, malheureusement, font plus de poussées que d'autres, sans qu'on sache vraiment encore pourquoi aujourd'hui. D'accord. Alors, je crois qu'il y avait peut-être une dernière question ou un témoignage. Voilà, quelqu'un qui dit que problème de prise en charge pour ma fille, ça a duré 1 semaine avant qu'on sache. Non, voilà, plutôt voilà, non, quelqu'un voilà qui confirme un manque. Excusez-moi, les pages sautent, quelqu'un qui confirme un manque
un manque d'information sur la maladie de façon générale et aussi plutôt, j'ai l'impression, sur les... Voilà, peu d'orientation vers des professionnels aussi pour aider sur le parcours scolaire. C'est vrai, je ne sais pas si dans le protocole national de diagnostic et de soins, s'il y avait un volet spécifiquement pédiatrique ou peut-être quelque chose qu'il faut en prévoir à la prochaine réactualisation. Je ne sais pas si vous... Dans la plupart des catégories, il y a vraiment adultes et enfants. À chaque fois, c'est vraiment spécifié pour les enfants, oui, tout à fait. Très bien. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci à vous d'avoir suivi cette table ronde dont vous retrouverez prochainement le compte-rendu sur le site internet de Pharmaceutique. Et je laisse la place à Hervé Réquillard et à ses invités pour la deuxième table ronde dédiée aux innovations thérapeutiques dans les maladies du spectre de la NMO. Bonne fin d'après-midi à tous. Merci. Merci. De retour sur le plateau pour cette seconde table ronde consacrée cette fois à l'innovation thérapeutique à la fois dans le champ des maladies neuro-inflammatoires mais plus spécialement dans la NMO. Alors, ces innovations thérapeutiques, c'est une bonne nouvelle pour les patients et les soignants a priori sont arrivés il y a quelques années et assez récemment sur le marché français. Mais évidemment, de la théorie issus des études cliniques jusqu'à la mise en pratique dans les parcours de soins, il y a toujours du chemin à faire. C'est ce que nous allons voir avec nos 4 intervenants qui sont avec nous. Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous. Je vous présente d'abord le professeur Michel Clanet, qui est en distanciel. Vous êtes professeur de neurologie émérite et vice-président de la commission de la transparence. Bonjour Michel. Bonjour, je suis également directeur de l'espace de réflexion éthique Occitanie. Vous faites bien de le préciser. Le docteur Elisabeth Maillard, vous êtes neurologue au centre de référence des maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle à la Pitié-Salpêtrière. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Pierre, je vous représente, Pierre Guérin de l'association NMO France et vous êtes en compagnie de Souad Mazarik qui est la présidente et la fondatrice de l'association NMO. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci. Elisabeth, je commence avec vous, peut-être pour vous me présentiez le centre de référence des maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle, parce que son histoire est intéressante par rapport aux travaux initiaux autour de la sclérose en plaques et que nous expliquiez où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Alors merci Hervé pour la question et puis pour m'avoir invité. C'est vrai que en fait dans la partie précédente, on a beaucoup parlé de la clinique de ces maladies neuro-inflammatoires rares que sont la neuromyélite optique, la MOGAD et les patients que l'on appelle donc NMO séronégatifs. Et finalement, comme on l'a vu, c'est des patients qui ont une maladie très rare, donc elle était autrefois mal connue. Et puis sont arrivés ces fameux biomarqueurs dont on vous a parlé, les anticorps, anti-aquaporine 4, anti-MOG. Mais au départ, il y a très longtemps, c'était des patients qu'on assimilait à des patients qui étaient atteints de sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est la maladie neuro-inflammatoire centrale la plus fréquente en France. Il y a à peu près 120 000 personnes qui ont cette maladie. Donc c'était une maladie qui était anciennement mieux connue. Et donc nous avions des centres de référence pour les neurologues qui étaient experts dans cette maladie inflammatoire qui était la sclérose en plaques. Et finalement, quand on a créé le centre de référence maladies rares, on s'est adossé à ces centres de référence sclérose en plaques. Donc il faut savoir que les centres de référence maladies rares, ce sont en fait des centres qui sont labellisés par le ministère de la Santé, la DGOS, et qui vont s'intéresser donc à des filières de maladies extrêmement rares. Et donc nous avons notre centre depuis quelques années et on en est très contents pour ces maladies inflammatoires rares. Donc on a un centre coordonnateur qui est finalement le centre qui va un peu chapeauter toute la filière, qui est dirigé par le professeur Kumaran Deva, qui est un neuropédiatre. Donc il va s'occuper de ces maladies neuro-inflammatoires rares, comme on l'a vu chez l'enfant, en particulier la sclérose en plaques, parce que chez l'enfant c'est rare, la sclérose en plaques. Et ensuite vous avez 2 centres constitutifs, qui finalement est donc celui de la Pitié-Salpêtrière à Paris, et celui de Lyon, qui est dirigé par le professeur Romain Marinier. Donc nous sommes tous les deux des neurologues adultes. On est dans des services de neurologie adulte et donc on est experts de ces maladies rares et de la sclérose en plaques également, mais ça nous permet d'avoir un peu comme ça la double vision. Et nous avons ensuite nos collègues qui sont dans des centres qu'on appelle de compétences, qui sont aussi des experts de la sclérose en plaques et de la neuromyélite optique. Et ce qui est vraiment important de voir dans cette pyramide, mais voilà, c'est qu'en fait on travaille en réseau, on travaille en collaboration avec des médecins qui sont experts et c'est finalement cet ensemble de centres,
ça va recouvrir à peu près tout le territoire en France. D'accord. Ça va être attaché sur les grands centres universitaires parisiens, mais également, on l'a vu, à Marseille, à Lyon, à Strasbourg, à Lille, voilà, dans les grands centres universitaires hospitaliers. Donc ça, c'est vraiment important déjà de voir que le territoire français va être un peu émaillé de ces différents experts. Et puis après, nous, on a différentes missions qui nous sont données. Donc d'abord, on a d'abord la mission d'améliorer la prise en charge des patients qui ont ces maladies rares, bien sûr, donc d'améliorer, aider au diagnostic plus rapide, aider à diffuser des connaissances sur le traitement de ces maladies. Donc c'est pour ça qu'on nous demande de rédiger donc les fameux PNDS dont vous avez déjà parlé tout à l'heure. Et on a cette mission également d'expertise. Et comme on travaille en réseau, on a aussi des réunions tous les mois où on va travailler, on va discuter de dossiers complexes pour des avis diagnostiques, mais également thérapeutiques compliqués. C'est ça, c'est des RCP en routine, si je puis dire. Exactement. Donc, chaque centre va faire ses RCP comme il a l'habitude de le faire parce qu'il en a l'expertise, mais tous les mois, on va garder de côté des dossiers plus compliqués qui ont besoin, voilà, de vraiment collaboration de tous ces experts au niveau du territoire. Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant. On a aussi des missions, évidemment, d'enseignement. Donc, on l'a dit, de diffuser l'information sur ces maladies rares auprès de nos collègues, professionnels de santé, neurologues moins experts, mais aussi neurologues, voilà, d'autres hôpitaux, d'autres territoires, et puis aussi les professionnels de santé, des infirmières, des kinés, et puis des ophtalmos, des radiologues. Voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler tous ensemble autour de ces maladies rares. D'accord. Voilà, puis on a aussi une mission de recherche, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors donc, ce partage incessant de connaissances et d'expériences fait avancer concrètement la prise en charge des malades et surtout, je suppose aussi, l'usage des traitements et des solutions thérapeutiques qui ont beaucoup évolué en 20 ans, si j'ai bien vu, et notamment récemment. Oui, je pense que ça fait avancer les choses. Effectivement, on a, ça a été dit tout à l'heure, je pense en introduction, mais on a aussi sur le plan de la recherche, ce qu'on appelle, on travaille en réseau également sur la recherche de la sclérose en plaques et des maladies rares, ce qui nous permet d'avoir finalement beaucoup de données de vraie vie. Ce qu'on appelle des données de vraie vie, c'est que c'est pas des patients qui ont participer à un essai thérapeutique bien précis, c'est vraiment les patients, voilà, en France, qui ont ces maladies, qui acceptent, voilà, de partager un peu des informations sur leur histoire de maladie, et ce qui nous permet d'être très riches en fait de ces expériences, parce qu'encore une fois, comme c'est des maladies très rares, si on reste centré sur une expertise avec 5 ou 10 patients, on n'avance pas. On a besoin de mettre en commun pour avancer. Bien sûr. Donc après sur les avancées, effectivement, on l'a vu, il y a eu ces dernières années les biomarqueurs. Donc bon, maintenant il y a plus de 20 ans les anticorps anti-aquaporine 4. Tout à fait. Puis ensuite les anticorps anti-MOG qui ont encore permis de faire un grand bond, parce qu'il y avait beaucoup de patients finalement, on n'avait pas de diagnostic. Ça nous a permis vraiment de découvrir une nouvelle maladie qui est différente de la NMO à anticorps anti-aquaporine 4. Elle a des similitudes, mais elle a aussi de vraies différences. Et donc, c'est grâce à ce travail de recherche qu'on a mieux compris comment elle se présentait, comment il fallait peut-être la traiter un peu différemment de sa cousine. Tout à fait. Voilà. D'accord. Et puis après, quel était le reste de votre question, dites-moi. Non. Ce que je voulais comprendre, c'est comment est-ce qu'effectivement vous avez l'usage aujourd'hui à la fois, peut-être nous expliquer ce qu'étaient les stratégies thérapeutiques avant qu'arrivent ces nouvelles molécules, ces anticorps monoclonaux dont on va parler, qui, si j'ai bien compris, il y a eu un tournant en 2019. Peut-être nous expliquer l'avant et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes ? Ok, alors ça, effectivement, là, on parle vraiment du traitement de fond. Donc, le traitement de fond, c'est le traitement, une fois qu'on a fait le diagnostic, qu'on va proposer aux patients pour éviter une nouvelle récidive, pour éviter un nouvel épisode qui serait potentiellement sévère et handicapant. Donc, dans la NMO anti-aquaporine 4, on le propose à tous les patients. Dans les patients avec une maladie MOGAD, comme l'évolution est un peu différente, c'est pas pour tous les patients. D'accord. Mais si on se concentre sur la NMO à anticorps anti-aquaporine 4, donc encore une fois, maladie rare, pour laquelle autrefois, il n'y avait pas d'essai thérapeutique qui avait été réalisé du fait de la rareté de la maladie. Donc, on avait ce qu'on appelle une expérience empirique, c'est-à-dire qu'on donnait des immunosuppresseurs, qui étaient des traitements qu'on utilisait dans d'autres maladies et dont on savait qu'ils avaient un impact sur le système immunitaire et donc qu'il allait permettre de réduire le risque donc de ces fameuses poussées. Et donc ça, on l'a observé dans la vie réelle, on l'a observé dans des études ce qu'on appelle observationnelles. On remarque que les patients traités font moins d'épisodes. Ouais. Et puis, effectivement, en 2019, il y a eu plusieurs essais thérapeutiques qui ont été publiés, c'est-à-dire où on a communiqué les résultats de ces essais, où des patients avec une NMO aquaporine 4, le plus souvent, dans la grande majorité, participaient. Et on testait donc des nouvelles molécules dont on se doutait bien, au vu du mécanisme d'action de ces molécules, que ça allait avoir une action. Et ces résultats étaient tous très intéressants. Ouais. Donc, on partait d'une maladie rare avec finalement des résultats plutôt empiriques observationnels et d'un coup,
finalement plusieurs études très intéressantes et avec des résultats positifs. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement, peut-être et simplement les mécanismes qu'il faut comprendre sur ces 3 thérapies? C'est des anticorps monoclonaux qui ont des effets différents selon les molécules. Voilà, c'est ça. On va dire que leur mécanisme d'action et leur cible thérapeutique sont différentes. D'accord. Elles ne vont pas cibler la maladie au même endroit, on va dire, du process physiopathologique, donc du mécanisme, de l'enchaînement des mécanismes qui entraînent la poussée. Donc on a des traitements qu'on appelle anti-lymphocytaires B, c'est-à-dire qu'ils vont se diriger contre les lymphocytes B qui sont des globules blancs qui à terme vont fabriquer donc le fameux anticorps anti-aquaporine 4 qui est donc l'anticorps qu'on appelle pathogène qui va être responsable de la destruction lors des poussées. Ça, c'est la première famille. Ensuite, vous avez une autre famille qui est un anticorps qui va viser le récepteur de l'interleukine 6. Alors, c'est un peu compliqué, mais c'est une protéine qui est fabriquée aussi lors de l'inflammation aiguë dans le sang. Et ensuite, vous avez les anticorps anticompléments. Le complément, c'est une cascade de protéines également qui va être activée lorsqu'il y a de l'inflammation. D'accord. Voilà. L'idée, c'est de bloquer, d'éviter, repousser les risques de pousser, justement. Exactement. C'est ça. L'objectif, c'est à partir du moment où on donne ce traitement, on veut au maximum qu'il n'y ait plus aucun épisode inflammatoire. D'accord. On veut bloquer l'inflammation. D'accord. Donc, c'est vraiment une approche de rupture par rapport à ce qui existait avant. Alors, les traitements qu'on utilisait avant avaient également cet objectif similaire. C'est juste que les mécanismes étaient un peu différents. Bien sûr, super. Elisabeth, on reviendra vers vous dans un deuxième temps, si vous voulez bien. Michel, donc Elisabeth nous a bien décrit les mécanismes et les catégories d'anticorps monoclonaux qui sont utilisés aujourd'hui, ou en voie de l'être pour certains. Vu par la Commission de la transparence, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez procédé à l'évaluation de ces solutions, à la fois, je dirais, sur les modalités de recherche, peut-être les biais ou les limites de cette évaluation, et ce qu'en dit la Commission de la transparence aujourd'hui? Alors, je vous remercie d'abord de me permettre de rappeler comment se fait l'évaluation d'un médicament, parce que c'est pas toujours évident, tout le monde ne le sait pas, et ça paraît parfois un petit peu compliqué. Alors en fait, quand un nouveau médicament pointe vers le marché, il y a 2 questions qui sont posées. La première question, c'est est-ce que le médicament mérite d'être mis sur le marché? Est-ce qu'il va avoir l'autorisation de mise sur le marché? Et il y a donc une première agence, qui est l'Agence nationale du médicament, et aujourd'hui c'est une évaluation européenne, qui est l'Agence européenne du médicament, qui va évaluer le bénéfice-risque du médicament. Et lorsque ce nouveau médicament montre qu'il a un bénéfice qui est supérieur au risque, il va délivrer une autorisation de mise sur le marché. Mais il y a ensuite une deuxième étape, qui est une étape pour le moment essentiellement nationale, qui va consister à ce qu'une autre agence, alors c'est la Haute Autorité de Santé et particulièrement la Commission de transparence en France, qui va évaluer si le médicament a une utilité et s'il peut être pris en charge par la solidarité nationale. Et elle va évaluer également, cette commission de transparence, si le médicament qui arrive peut s'intégrer dans la stratégie thérapeutique, à quel niveau va-t-il s'intégrer, et il va être évidemment comparé aux autres médicaments existants pour savoir s'il est équivalent, inférieur ou supérieur aux médicaments, qui sont des médicaments de référence. On va donc distribuer à la commission de transparence le service médical rendu, d'une part, il est utile ou pas, et deuxièmement, l'amélioration du service médical rendu par rapport aux médicaments existants. Et cette évaluation est particulièrement scrutée par l'industrie pharmaceutique, puisque c'est à partir de l'ASMR, l'amélioration du service médical rendu, que va pouvoir être fixée par une autre commission, qui est une commission ministérielle, qui est le CEPS, qui va fixer le prix du médicament. Bien sûr. Alors, ce qu'on sait, par contre, et c'est souvent l'embûche par rapport aux innovations, je dirais, majeures, ou en tous les cas avec des promesses importantes, c'est la question des comparateurs.
et du coup de la possibilité éventuellement de définir précisément cet ASMR. Qu'en a-t-il été sur ces 3 thérapies? Alors, ces 3 thérapies ont été au cours des 4 ou 5 dernières années, on a vu apparaître ces médicaments avec des dossiers qui étaient des dossiers de qualité, de manière évidente, avec des études qui étaient des études contrôlées, randomisées. Donc, le problème est que pour pouvoir identifier la place du médicament dans la stratégie thérapeutique, il faut bien sûr qu'il y ait une évaluation par rapport au comparateur. Et malheureusement, je dis aujourd'hui, dans la connaissance que nous avons de ces médicaments, ils ont été évalués par rapport au placebo, ce qui fait que, effectivement, on ne sait pas, parmi ces 3 catégories de médicaments, quels sont ceux qui pourraient être meilleurs que d'autres, et on les a mis au même niveau, et on leur a attribué une amélioration du service médical rendu de niveau 3, c'est ce qui est, dans notre évaluation, une évaluation intéressante et de qualité. Alors, les ASMR 3, ouais, par an, les ASMR 3, c'est 5 à 10 avis maximum de mémoire. Pardon ? Les ASMR 3, c'est 5 à 10 avis par an, en moyenne à l'HAS. ASMR 3, c'est un petit peu plus, en particulier, par exemple, dans le cancer, dans les nouveaux traitements du cancer, une ASMR 3, c'est un médicament qui améliore la survie globale de façon modérée. Vous voyez, donc il y a quand même des critères, et les critères d'ASMR 3 sont des critères importants et intéressants. Je n'ai pas beaucoup vu depuis que je suis à l'agence du médicament des ASMR 2 ou des ASMR 1, qui sont effectivement très, très rares. Tout à fait. Alors par contre, ce que je voudrais rappeler, c'est que cet ASMR peut être réévalué dans le temps à partir du moment où de nouvelles données vont pouvoir être proposées à la commission de la transparence, et ces nouvelles données peuvent venir et doivent venir effectivement des évaluations de phase 4 ou de registres, qui sont des registres qui permettent d'enregistrer effectivement l'effet thérapeutique de ces médicaments dans le temps, de se donner plus de recul par rapport aux effets indésirables. Et je pense par exemple que le registre de la LMO, qui est un excellent registre en France sur ce sujet, doit pouvoir et va pouvoir et nous donnera certainement des informations intéressantes pour l'évaluation comparative de ces médicaments. On redéveloppera, si vous voulez bien, la dimension médicaments virels et l'évolution de l'évaluation grâce à ces nouvelles catégories de données, enfin pas nouvelles, mais en tous les cas dont les niveaux de qualité ne cessent de s'accroître d'année en année, de façon globale. Peut-être revenir, Michel, sur un point que vous avez évoqué, qui est effectivement du coup la place respective de ces médicaments dans la stratégie thérapeutique par rapport à ce qui existait avant et les uns par rapport aux autres. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas stratifier des séquences de soins en fonction de ces médicaments parce qu'on n'a pas assez de données d'équivalence ou de comparaison. Alors, les précédentes PMDS, celui de 2021 en particulier, proposaient, dans la MMO, depuis plusieurs années, proposaient des médicaments qui étaient des médicaments dits de première ligne, dans lesquels il y avait certains immunosuppresseurs. Et je crois que l'une des approches thérapeutiques importantes dans cette maladie a été l'introduction des médicaments anti-lymphocytes, en particulier le rituximab. Malheureusement, le rituximab n'a jamais donné lieu, sauf en 2020, et sur une petite étude, n'a jamais donné lieu à une étude contrôlée randomisée, telles que celles qui ont été faites ensuite par les médicaments comme les anti-IL-6, les autres anti-CD20 ou les anticompléments. Mais ces médicaments, dont les 3 catégories de médicaments qui ont aujourd'hui l'autorisation de mise sur le marché et pour lesquels nous avons proposé une évaluation positive, sont des médicaments qui n'ont pas été comparés entre eux. Par conséquent, il est difficile aujourd'hui, dans ces médicaments qui sont considérés par l'évaluation comme des médicaments de deuxième ligne, lorsque effectivement la maladie paraît mal contrôlée ou insuffisamment contrôlée,
Ces médicaments sont donc au même niveau et par conséquent, ce sont les réunions de concertation pluridisciplinaires que connaissent bien nos collègues neurologues qui mettront en place effectivement le traitement adapté à chaque patient. D'accord. Merci Michel. Je me tourne vers vous, Souad et Pierre. Donc, on l'a dit, tout ça, c'est une très bonne nouvelle pour les patients. Elisabeth et Michel nous l'ont expliqué, des études sérieuses, malheureusement limitées par le fait que c'est contre placebo, puisqu'il n'y a pas de comparaison antérieure possible. Des médicaments qui se mettent en place aujourd'hui, je crois, dites-moi si je me trompe, mais ils sont en accès précoce aujourd'hui, c'est ça ? Souad ? Oui, non, ils sont disponibles, c'est ça, tout à fait. Ok. Alors, peut-être nous expliquer ce que ça représente. Alors, c'est Pierre ou Souad, c'est vous qui décidez qui prend la parole. Ce que ça représente pour les patients, pour l'association qui les représente, que vous présidez, Souad. Ce que ça veut dire aujourd'hui, quelles sont les attentes, les espoirs liés à ces approches nouvelles ? Tu compléteras, mais non, je pense que ça offre plus d'alternatives au niveau posologie, possibilité d'administration, risque allergique, traitement qui ne marche pas en première ligne, une alternative thérapeutique. Je pense que c'est intéressant, oui. Ces thérapeutiques, elles ont été encadrées par la Haute Autorité de Santé. En fonction de chacune des thérapeutiques, moi, ce que j'ai envie de poser comme question, c'est aujourd'hui la disponibilité de ces traitements par rapport à ce qui a été appliqué avec la HAS. Est-ce qu'il va y avoir, j'ai entendu, une nouvelle évaluation? Est-ce qu'il va y avoir d'autres évaluations, même s'il n'y a pas d'études placebo? Il me semble que de ce que j'entends, c'est que les patients qui rechutent avec certaines molécules, on fait un switch avec une autre molécule et il semble que c'est ça a l'air de très bien fonctionner et d'arrêter les poussées. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, nous, c'est, effectivement, Michel Penet a répondu en disant qu'il n'y a pas d'études, mais est-ce qu'il va y avoir de nouvelles évaluations? Qu'est-ce qu'on attend, sachant que dans ces pathologies-là, il faut le rappeler, c'est parfois des poussées très, très, très grave, avec un handicap très, très sévère et avec un isolement très, très violent, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes qui sont touchés par l'aneuromyélite optique avec l'anticorps ou qu'elle soit séronégative. Et également, on va pas peut-être éloigner la MOGAD puisqu'il n'y a pas encore de thérapeutique validée comme pour celle de l'aneuromyélite optique, mais avec des poussées récidivantes et la question qui se pose, c'est tout l'arsenal thérapeutique. Vous avez dit, Elisabeth, la France est très bien structurée. Il y a je crois que c'est le pays le plus structuré. Et finalement, moi, de ce que j'entends, c'est le pays qui a le plus de problèmes structurels pour la prise en charge. Vous avez dit disponibilité, switch qui sont un peu à la main du neurologue. Qu'est-ce que vous précisez peut-être ces difficultés françaises? Les difficultés françaises, c'est de ce que nous on constate, c'est que le patient doit apporter la preuve, ou on doit vérifier la preuve d'une rechute, d'un traitement initial qui va mettre plus de temps finalement à être efficace. Et reste sur des patients graves. On va attendre. Est-ce que l'anti-CD20, le traitement qui est mis en première intention, est-ce que lui, il est efficace tout de suite ou est-ce qu'il s'accompagne encore de corticoïdes pour éviter justement ces poussées? Et c'est là où ça peut faire peur et les patients peuvent être très très inquiets. Elisabeth. Là, je pense que dans ce que vous dites, il y a plusieurs notions. Donc, c'est peut-être important de juste les reprendre les unes après les autres. Donc, déjà,
par rapport aux molécules dont on a parlé, les grands cadres et ce dont a parlé le professeur Michel Clanet, c'est vraiment que pour les patients avec les anticorps anti-aquaporine 4. Effectivement, les MOGAD et les patients qui n'ont pas ces biomarqueurs n'ont pas accès à ces molécules puisqu'elles ont été testées dans des... Sachant, excusez-moi, les j'ai plus c'est 90% des patients à peu près, si j'ai bien vu. Les anti-aquaporine 4 ? Oui. Non, en fait, la maladie MOGAD, elle est plus fréquente. Ah, d'accord. Elle est découverte plus récente. Oui, vous m'avez expliqué que c'était des problèmes d'épidémiologie comparative dans le temps. C'est la dynamique. Exactement. Et au final, ça reste une maladie qui est rare. Tout à fait. Ouais. Donc voilà. Donc déjà, on se concentre sur ces groupes de patients. Bien sûr. Et effectivement, on a historiquement utilisé des traitements immunosuppresseurs et maintenant, les choses dans le PNDS sont bien écrites avec comme première intention les traitements qui vont cibler les lymphocytes B, parce que ça paraît être la famille de traitements la plus intéressante et c'est des médicaments qui agissent relativement vite. On laisse souvent une petite dose de corticoïdes au début, le temps que le médicament soit mis en place. Par précaution. En fait, il est mis en place toujours dans un cadre de poussée. Quand vous dites rapidement, c'est combien de temps en moyenne ? Si on est dans l'histoire de quelqu'un qui commence sa maladie, il fait sa poussée, il est à l'hôpital, par définition, puisqu'il fait la poussée. Donc le diagnostic est posé, et donc une fois que le diagnostic a été posé, la poussée est en train d'être traitée, on va tout de suite cheminer vers le traitement préventif de la poussée suivante, puisque comme on l'a dit, on parle de poussée sévère. C'est ça, tout à fait. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on va aller très rapidement et que peut se discuter, en tout cas nous en France on le fait, pendant quelques semaines, une dose de corticothérapie. Bien sûr. Voilà, relativement courte, mais qui n'est pas la même qu'on utilise dans d'autres maladies. Excusez-moi, je vous coupe 2 secondes, Elisabeth, mais à quelles conditions d'insuccès potentiel d'une des molécules vous considérez que c'est pas efficace et que vous envisagez un switch ? D'abord, est-ce que le switch qu'évoquait Swat, vous le préconisez ou pas ? Effectivement, si le traitement ne fonctionne pas, alors oui, il faut pas tergiverser, il faut un changement de thérapie. Ça, c'est évident. Après, la difficulté, et ça a été un peu mentionné dans la discussion que j'écoutais tout à l'heure, très intéressante, c'est qu'effectivement, surtout autrefois, quand malheureusement on n'avait pas autant de thérapie, on connaissait pas aussi bien la maladie, il y a des patients qui faisaient plusieurs épisodes, qui gardaient une séquelle importante, par exemple sur le nerf optique, on en a parlé. Et là, les examens qui sont à notre disposition, comme l'IRM ou comme l'OCT, ont pu parfois être pris à défaut. Donc peut-être que c'est ça aussi le ressenti de certaines fois où on a du mal à mettre en évidence le nouveau symptôme, la nouvelle poussée. Je comprends. Et qu'il y a parfois discussion avec le patient, on essaie de bien comprendre. Et Valérie Twitou vous en a parlé, les neuro-ophtalmologues qui connaissent bien la maladie, effectivement, ils vont vraiment multiplier les explorations parce que est-ce qu'il se passe quelque chose sur le nerf optique ? Est-ce que c'est une fluctuation sur une cicatrice visuelle ? Bien sûr. Ou est-ce qu'authentiquement, il se passe quelque chose de neuf ? La déclaration d'expérience du patient est quand même prise en compte. Bien sûr, ça fait partie de la discussion, mais effectivement, c'est vraiment un ensemble. Et je pense que là, on a probablement encore des recherches à faire pour authentifier mieux ce fameux biomarqueur de la poussée. Parce qu'il y a le symptôme du patient, l'IRM, l'examen visuel, et puis peut-être qu'un jour, il y a des équipes qui travaillent là-dessus, peut-être un biomarqueur sanguin qui serait capable de nous dire « Attention, il y a un petit frémissement inflammatoire dans le sang, il va se passer quelque chose. » Bien sûr. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir avoir, parce qu'effectivement, dans des situations complexes, ça permettrait d'avoir plus d'éléments dans nos discussions. Super. Et donc, effectivement, on le disait tout à l'heure, si le traitement ne fonctionne pas, on a maintenant la chance, grâce à ces différents essais thérapeutiques et donc à ces différents mécanismes d'action, en fait, qui sont impliqués, pouvoir changer. Bien sûr. Et donc ça, c'est intéressant. Et puis, l'autre chose que je voulais dire, quand vous parliez, c'était qu'effectivement, on parle de maladies rares, on a dit, donc pas beaucoup de patients. Et puis, chaque patient est unique. Un patient a aussi son bagage, son histoire. On parle de patients âgés, parfois plus jeunes, des femmes, des hommes, femmes avec désir de grossesse peut-être plus tard, etc. Et donc ça aussi, ça va faire partie de la discussion. Voyez, on peut pas non plus tout. On est aussi dans la discussion dans les comorbidités. Si le patient a une autre maladie associée qui va peut-être nécessiter aussi d'autres types de traitements, ça aussi c'est très important. C'est une mécanique subtile entre l'expertise scientifique et médicale, la clinique et l'écoute patient, si je comprends bien. Et puis, effectivement, le patient qu'on a en face dans son expression et qu'il faut prendre au sérieux, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans ou 30 ans et ce qu'il est de plus en plus aujourd'hui. Michel, du coup, ça m'intéresserait de vous entendre sur ce que nous dit Elisabeth, parce que ce qu'elle nous décrit, c'est cette pratique empirique justement de cette stratification thérapeutique. On va éventuellement switcher
avec un autre. Vous êtes, je suppose, preneur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de donner le plus vite possible sur ces stratégies thérapeutiques empiriques pour pouvoir réévaluer, d'une part réévaluer éventuellement en termes de bénéfices, mais également mesurer les risques, parce que comme toute nouvelle thérapie, on doit être attentif à d'éventuels effets secondaires sur le moyen et le long terme. Alors, avant de rentrer dans ce sujet-là, je voudrais quand même rajouter un petit mot, qui est le suivant. Je n'ai pas toujours été à la haute autorité de santé, loin de là, et je me suis occupé pendant ma vie professionnelle des maladies inflammatoires du système nerveux. Ce que je voudrais dire aux personnes qui sont atteintes de neuromyélite optique, c'est que ces nouveaux médicaments, l'introduction des antilymphocytes, etc., ça a transformé radicalement notre approche du traitement de la maladie et par conséquent le bénéfice qui est apporté aux patients par rapport à ces maladies que nous traitions de façon beaucoup plus empirique qu'elles ne le sont aujourd'hui. Je crois que c'est un élément très positif. Quand on parle d'innovation, quand on parle de progrès, je crois que ces médicaments sont un réel progrès dans la prise en charge de ce type de maladie. Ça, c'est un petit point que je voulais rajouter. Alors, il est clair que ce sont des médicaments qui ne sont pas des médicaments anodins par rapport à une maladie qui est une maladie grave et qui est une maladie évolutive, très lourdement handicapante parfois. Et donc, la demande qui est faite à la fois par l'industrie pharmaceutique, mais d'abord par les patients, est celle que ces médicaments puissent être à disposition le plus rapidement possible. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a des accès précoces et ces médicaments peuvent être utilisés rapidement lorsqu'ils sont évalués en accès précoce, puisque accès précoce, c'est un délai de 80 jours. Il est clair que quand on a des dossiers d'accès précoce, surtout quand il s'agit de médicaments en amont de l'autorisation de mise sur le marché, donc c'est une présomption d'efficacité. Les données sur lesquelles on évalue ces médicaments sont des données qui sont scientifiquement faibles et insuffisantes. Donc c'est une présomption d'efficacité dans l'objectif de pouvoir permettre aux patients d'avoir ces médicaments le plus tôt possible, mis sur le marché dans le cadre de la procédure dérogatoire d'accès précoce. Bon, il est évident qu'on n'a pas toutes les données nécessaires et donc il est indispensable qu'il y ait, au-delà de cette proposition d'utilisation de ces médicaments, des données recueillies dans le cadre soit d'études qui sont des études post-enregistrement, soit éventuellement des études dans le cadre de registres. On l'a parfaitement vu, par exemple, pour les traitements par carticelle dans d'autres pathologies, comme les pathologies cancéreuses. Et donc, il est indispensable que les données soient recueillies à la fois dans le bénéfice et les résultats des traitements, mais également dans les effets indésirables, les inconvénients. Ce sont des médicaments, vous le savez, qui sont des médicaments avec des risques infectieux à court et à long terme. Et par conséquent, comme ce sont des médicaments qui vont être utilisés très longtemps dans la vie, puisque ces maladies-là, elles restent potentiellement évolutives, il est absolument indispensable que toutes ces données soient recueillies. Et je remercie les neurologues aujourd'hui qui font les efforts nécessaires pour remplir les registres et permettre effectivement d'avoir des données. À partir de là, l'industrie pharmaceutique pourra revenir avec des données qui peuvent être des données comparatives, et on sait très bien qu'il y a aujourd'hui la possibilité de faire des études très approfondies grâce à ces registres, des données observationnelles de vie réelle, et à ce moment-là, pouvoir réévaluer les médicaments de façon comparative et éventuellement changer la SMR si c'est nécessaire, dans un sens d'ailleurs ou dans l'autre. Exactement. Merci Michel. Souad et Pierre, il y a un point aussi qui, je pense, il est important d'aborder. C'est une chose est d'avoir des innovations thérapeutiques, une autre est de vérifier que la disponibilité est équitable sur l'ensemble du territoire pour les patients. Vous qui avez, je dirais, les remontées du réseau, des patients qui vous expriment éventuellement
leurs espoirs, mais aussi leurs inquiétudes, leurs difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une équité d'accès sur l'ensemble du territoire? Elisabeth disait que c'était une filière très structurée qui était ouverte à tout le monde sur le territoire. Qu'est-ce que vous constatez, vous? Vas-y. J'en sais rien. Il y a une vraie inéquité. D'accord. Il y a une équité. Ouais. Il y a des régions qui sont mieux équipées, me semble-t-il, qui ont plus accès aux thérapeutiques. Enfin, c'est une question. Est-ce qu'il y a des centres qui peuvent fournir les médicaments, qui ont accès à toutes les molécules par rapport à d'autres ou... Oui, ça existe. En fait, pour le moment, les autorisations de mise sur le marché sont très claires. Donc, les traitements sont disponibles dans le cadre de ces autorités de mise sur le marché. Et encore une fois, je le répète, nous, on est disponible en tant qu'experts pour répondre aux collègues neurologues qui ont besoin d'informations. Et on a cette fameuse RCP où tout neurologue peut venir participer, il n'y a aucun problème. Et comme c'est mensuel, si c'est plus urgent, on est tous disponibles et chaque neurologue expert dans sa région a ses relais. Et donc, moi, en tout cas, mon sentiment, c'est que s'il y a des patients qui ont l'impression qu'il y a encore des ralentissements, il faut vraiment pas hésiter à se référer au centre dont il dépend. Bien sûr. Parce qu'en tout cas, à notre niveau, je pense qu'on est capable, en tout cas, de répondre aux questions de façon assez large sur le territoire. Évidemment, on peut pas avoir... Chacun ne peut pas voir tout le monde, mais de façon, en collaboration, je pense que oui, en tout cas, on est accessible et ça fait partie de notre mission, absolument. Ouais. Est-ce que c'est absurde d'évoquer des délais moyens d'accès à des centres, à des consultations de niveau élevé, comme dans des centres de référence ou pas? Parce que je suppose qu'il y a des indicateurs qui mesurent ces délais d'accès. Oui, il y a les délais de consultation de recours. Alors, c'est vrai que je suis pas forcément... Je peux pas vous donner les chiffres. Non, mais c'est ça fait partie des données qu'on nous demande de remplir dans nos évaluations. D'accord. Encore une fois, il y a vraiment deux niveaux de lecture. Il y a l'urgence. Bien sûr. On l'a dit tout à l'heure, patient qui fait un épisode, c'est inaugural. Et ça, c'est traité, il faut le dire. Et ça, on va pas attendre 3 mois. Donc ça, il faut pas attendre. C'est ce qu'on appelle la gradation de la réponse. Exactement. Donc on a quand même des process et les neurologues savent comment joindre s'il faut. Et nous, même si on a des délais longs, on est capable de recevoir ou de donner un avis par téléphone, par téléconsultation à un collègue qui aurait des questionnements dans l'urgence. Et après, si c'est plus du recours, d'expertise moins urgente, effectivement, les délais peuvent être un petit peu plus longs. Encore une fois, entre centres constitutifs et centres de compétences qui sont dans tous les grands hôpitaux en France. D'accord. Alors, la montre avance. Malheureusement, il nous reste 4-5 minutes. Je vous propose peut-être de faire une question ouverte à tous les 4. À vous de voir ce que vous voulez y répondre. Peut-être sur les perspectives d'innovation à venir. Est-ce qu'il y a des nouvelles générations de traitements qui se profilent? Est-ce qu'il y a des repositionnements peut-être d'anticorps monoclonaux, d'anticorps bispécifiques? Peut-être que je parle de façon béotienne totalement, mais on sait qu'effectivement, notamment avec l'usage de l'IA, le repositionnement des molécules ou éventuellement le test in silico de ces solutions, on peut aller beaucoup plus vite peut-être pour toujours multiplier l'arsenal thérapeutique. Est-ce que c'est le cas dans cette maladie et de façon plus large dans les maladies neuro-inflammatoires? Qui veut me répondre sur ce sujet? Moi, je veux bien, si vous voulez. Voilà, Elisabeth. Elisabeth et Michel. Finalement, en fait, Michel l'a déjà dit, on en a un peu parlé. Je pense que là, il y a eu une vraie révolution il y a quelques années. Aussi, on a eu beaucoup, des associations se sont créées. Il y a eu beaucoup d'informations sur ces maladies, donc c'est une vraie chance. Mais finalement, maintenant, ce qui nous manque, c'est ces fameuses données comparatives. Et voilà, c'est le registre. Tout à fait. Donc ça, c'est en tant qu'expert, effectivement, on a ce registre national qui s'appelle Nomadmus, où tous les neurologues participent et on va avoir ces données, en fait, celles dont on parlait, les données de vraie vie, Alors, tel patient a eu tel traitement, ça s'est passé comme ça. Il y a un calendrier qui est établi, on sait que c'est en cours, en fait, on est en train de le faire, mais comme les médicaments sont pas tous arrivés, bien sûr, avec les process habituels, mais oui, on va rendre des résultats des études observationnelles qui sont malgré tout des
Enfin voilà, des outils très intéressants parce que je ne sais pas si c'est nécessaire d'avoir encore beaucoup de molécules. C'est ça, exactement. Par contre, exploiter le potentiel jusqu'au bout. Tout à fait. D'essayer de trouver le profil patient pour tel, ce qu'on disait tout à l'heure, chaque patient. Traiter les effets secondaires sur les déficits ça fera partie des questionnements en fonction des effets secondaires. Tel profil, telle molécule pour tel type de patient, tel profil patient. Ça, je pense qu'il y a un vrai effort à faire. Il y a des associations, des combinaisons qui sont étudiées, qui sont testées. Donc, pour le moment, on fait que de la monothérapie, mais effectivement, peut-être à l'avenir. Mais déjà, essayer de mieux positionner ces molécules les unes aux autres, ça paraît quand même indispensable. Et puis, après, le reste, parce que là, on parle beaucoup de la NMO anti-aquaporine 4, mais malgré tout, je vous l'ai dit, il y a d'autres types de patients, il y a d'autres types de maladies. Il y a la maladie MOGAD, qui a effectivement été découverte plus récemment avec le biomarqueur, pour lequel le mode évolutif est différent, donc la question du traitement est aussi, alors peut-être pas plus complexe, mais enfin vraiment pas simple, clairement. Et là, il y a beaucoup de travaux, il y a effectivement des études en cours académiques en France, mais dans d'autres pays et industriels. Et donc ça aussi, ça va bouger. Et il faut bouger parce que clairement, on a encore des zones d'ombre qu'il faut qu'on éclaircisse. Et ensuite... Et les séronégatifs. Voilà, le troisième groupe de patients qu'on appelle séronégatifs, c'est un peu une appellation par défaut. Malheureusement, c'est pas très beau, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé l'anticorps anti-aquaporine 4, on n'a pas trouvé l'anticorps anti-MOG. Pour autant, ce sont des patients qui vont avoir des manifestations cliniques et radiologiques similaires. Et donc, on en parlait dans l'atelier avant, Justine qui fait de la recherche dessus, Justine Couturier, peut-être d'autres anticorps. Donc, il y a vraiment des recherches diagnostiques et aussi thérapeutiques à mener. Ouais, super. Michel, est-ce que vous voulez compléter ce que vient de nous dire Elisabeth? Je voudrais simplement une chose, parce que ce qu'a dit Elisabeth est tout à fait pertinent. L'intérêt d'être à la commission de transparence, c'est de voir finalement ce qui se passe un petit peu dans d'autres types de maladies. Et on voit très bien que dans toutes les maladies auto-immunes actuellement, dès qu'il y a une nouvelle famille thérapeutique qui pourrait être intéressante, elle est essayée, qu'il s'agisse d'une maladie fréquente ou d'une maladie rare. Par exemple, dans la myasthénie, on voit arriver 3, 4, 5 médicaments nouveaux dans des maladies qui sont des maladies rares. Et donc, c'est le développement par l'industrie pharmaceutique d'une nouvelle famille dans une maladie auto-immune particulière. Quand ça marche dans l'une, on essaie dans l'autre, etc. Voilà. Donc, je ne sais pas si dans la NMO, il va y avoir de nouvelles modalités de traitement. Je crois qu'il serait beaucoup plus intéressant de pouvoir essayer, comme cela a été dit précédemment, de fixer des stratégies et d'essayer de mieux personnaliser les médicaments comme on le fait dans le cancer, par exemple. Bon, super. Pierre et Souad, on a parlé d'innovation thérapeutique avec deux spécialistes. Il me semble que vous n'allez pas aller dans un sens inverse à ce que je vais vous dire, mais ce qui est important aussi, c'est l'innovation organisationnelle, pour que les patients qui en ont besoin, au bon moment, aient les bons traitements. Oui, il y a eu une grande révolution. La prise en charge, le diagnostic s'est amélioré. Bien sûr. Donc effectivement, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a des patients qui sont là, qui ont eu un diagnostic il y a 5 ans, et les nouveaux patients qui ont un diagnostic en 1 mois. Pour cela, ça reste beaucoup trop long. D'accord. 1 mois avec les tests anticorps, etc. Avec le handicap, puisque parfois le handicap s'installe à la première poussée. Ouais. Excusez-moi. Oui, alors que les interprétations de ces biomarqueurs, ça ne demande pas 1 mois d'analyse quand même, si? En fait, il y a 2 choses. Il y a déjà demander le biomarqueur. Bien sûr. Quand on y pense, parce qu'il y a des symptômes évocateurs. On a parlé de la névrite optique, on a parlé de la myélite. Il y a un autre syndrome qui est qui existe, qu'on appelle le syndrome de l'area post-tréma, qui sont des symptômes qu'on pourrait qualifier de digestifs, puisque c'est un hoquet ou des vomissements. Ah oui. Donc certains patients, qui vont présenter de prime abord ces symptômes-là, c'est pas spécifique dans le cabinet du médecin généraliste, c'est toujours pareil. Non, quand même un hoquet des vomissements. C'est pas dire que ça peut être trompeur. Donc déjà, il y a y penser.
Et ensuite, il y a certaines techniques pour ces fameux biomarqueurs qui ne se font pas partout. Ah oui. Parce qu'il y a une technique qui est la technique de référence qui nécessite du matériel cellulaire qui fait que ça ne peut pas être fait partout. Donc, à nouveau, il y a une sorte de strate. Il y a finalement le test le plus rapide qu'on fait. Et puis, quand il y a des discussions, quand le dossier est complexe, on peut être amené effectivement à faire le test un peu plus complexe qui, lui, va prendre plus de temps. C'est ça. De l'intérêt de ces RCP pour tout le temps accélérer le bulldozer quand il le faut. Aussi, et dans le PNDS, en tout cas, c'est bien écrit qu'à la phase aiguë, sur une poussée inaugurale, comme on ne va pas attendre ces résultats d'anticorps, de toute façon, si on pense que c'est cette maladie, que le neurologue a vu le patient et qu'on est dans cette famille de maladies, en tout cas, sur le traitement de la phase aiguë, il ne faut pas faiblir. Au contraire, il faut aller attaquer. C'est ça. On prescrit, on administre des traitements par corticoïdes. Des traitements par corticoïdes, c'est ça. Et puis éventuellement des plasmaphéreses. Voilà. Mais ça, c'est important parce qu'effectivement, il ne faut pas attendre trop les anticorps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très intéressant, les échanges entre vous quatre. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, sachant qu'il nous reste encore un focus avec Swad, Pierre? Non. Moi, avant de poser ma question de patient. Mais il le faut. Non, mais avant, donc, par rapport à le docteur Meyer en parlait, par rapport au traitement d'urgence, qui va être les corticoïdes et la plasmaphérèse, où pareil, on observe une énorme hétérogénéité sur le territoire. D'accord. Sur l'accès en particulier à la plasmaphérèse, et voilà, les études montrent qu'il y a une perte de chance à partir du moment où les plasmaphérèses sont décalées. Ça a été mis en évidence dans le PNDS, en espérant que ce soit appliqué derrière. Moi, je pars sur quelque chose complètement opposé. Bien sûr. J'avais une question à lui poser sur la vaccination qui, en général, et en particulier sur les vaccinations saisonnières, qui mettent beaucoup d'anxiété chez les patients, puisque à la fois on est susceptible de faire des formes plus graves sur certaines maladies si on les a, et à côté de ça, sur certains vaccins, on sait qu'il y a un risque de déclencher une poussée. Voilà, j'aurais bien aimé que on retrouve le sujet qu'il y a eu il y a 30 ans sur la CEP ou pas? Oui, alors ça. Excusez-moi, je veux pas mélanger les choses. Je fais un rapprochement de journaliste, mais quand même, on se pose la question. Non. Après, c'est vrai en tout cas, il peut y avoir eu des premières manifestations inflammatoires post-infection, post-vaccin. Ça arrive, et en particulier chez l'enfant, dans des tableaux inflammatoires centraux. Donc ça, c'est une chose. Mais après, il n'y a pas de lien direct entre une vaccination, tel type de vaccination, et développer une neuromyélite optique, surtout une neuromyélite optique avec des biomarqueurs qui se chronicisent. Pour autant, dans la neuromyélite optique, on va être obligé d'utiliser des traitements, on en a parlé dans le cadre du traitement de fond, qui sont des immunosuppresseurs. Donc effectivement, on est fragilisé sur certains types d'infections. Donc dans ce contexte-là, nous, en tant que médecins, on va proposer un calendrier vaccinal et on propose à nos patients de se vacciner pour les protéger. En particulier, il y a certaines molécules nouvelles qui sont arrivées qui nécessitent même une vaccination quasi obligatoire. C'est quoi? C'est la grippe, par exemple? Alors, il peut y avoir la grippe, il y a des risques de méningocoque également. Donc, vaccination, il y a des vaccinations. Donc, après, ça dépend aussi en fonction de certaines biothérapies. Mais effectivement, on est Zona qui fait l'actualité, par exemple? Alors, le Zona fait l'actualité, donc ça, c'est un vaccin qui est bien. Mais tout à fait. C'est moins, on va dire que c'est moins dans nos prismes. Nous, c'est vraiment les maladies infectieuses à germes encapsulés en particulier. D'accord. Donc ça, oui, il faut être assez rigoureux là-dessus, puisque on a parlé de l'efficacité de ces traitements, mais effectivement, il y a toute la question des effets secondaires, et qui sont essentiellement des effets secondaires infectieux. Donc il faut qu'on les ait en tête, absolument. Super. Est-ce que, Pierre, content de la réponse, ou une autre question peut-être? Oui, non, après, toujours pour les sujets infectieux, je pense que les médecins traitants aussi, faut peut-être pas hésiter non plus à aller les voir à la moindre fièvre ou au moindre syndrome infectieux, puisque effectivement on est plus susceptible d'en avoir, et il faut s'en préoccuper. Super. Eh ben écoutez, Swad. Est-ce que la MOGAD va connaître, pensez-vous qu'elle va connaître la même révolution thérapeutique avec des traitements que la neuromyélite optique? Je pense parce qu'il y a déjà pas mal d'essais thérapeutiques, donc elle bénéficie en fait de tout l'essor qu'il y a déjà eu sur la neuromyélite à anti-aquaporine 4 et puis avec d'autres maladies auto-immunes aussi. Donc elle bénéficie de cet essor-là, et c'est très intéressant, mais effectivement, et après aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est
fréquence des poussées qui a l'air d'être aussi différente. Donc c'est ça qu'il faut vraiment bien qu'on appréhende, parce que probablement que la stratégie sera différente. Mais oui, je pense que j'ai bon espoir que quand même... Quand vous dites la fréquence, elles sont plus fréquentes et plus accélérées dans la MOGAD? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, une maladie neuromyélite optique à anticorps anti-aquaporine 4, quand elle commence, on sait qu'elle va continuer. Le patient sera à risque de faire une autre poussée, et on l'a parlé, c'est tellement grave qu'on veut pas savoir quand elle sera, quoi. On veut la traiter et qu'elle ne survienne pas. Voilà. Parce qu'on sait que si on ne fait rien, ça reviendra un jour. D'accord. La MOGAD, c'est différent parce que vous pouvez faire un premier épisode inflammatoire et finalement, la maladie ne va pas récidiver. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Justine Couturier. Et on n'est pas capable, au jour d'aujourd'hui, sur un premier patient devant nous, après un premier épisode inflammatoire de MOG, on n'est pas capable de savoir quelle sera sa destinée, le mode évolutif de sa maladie. Et donc, on cherche le biomarqueur qui permettra Exactement. Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent là-dessus. Et parallèlement à ça, on a fait déjà plein de progrès sur la prise en charge de la phase aiguë, de la poussée, mais aussi sur, si jamais la maladie récidive, sur les traitements. Et il y a donc, ce que je disais aussi, pas mal d'essais thérapeutiques en cours. Donc je pense que dans quelques années, on aura des réponses. Donc on conclut sur une bonne nouvelle. Merci à tous les quatre, c'était très intéressant. Donc comme vous le savez, vous pourrez retrouver un compte-rendu de ces échanges sur notre site. Et puis voir la vidéo en replay si vous le souhaitez et si vous êtes inscrit. Et on se retrouve soit dans une petite minute pour une conclusion brève et un peu une synthèse de ce que vous avez retenu peut-être de cet après-midi. Merci à tous les quatre et à tout de suite sur le plateau. Merci. Merci. Dernière séquence de cet après-midi sur les maladies neuro-inflammatoires rares, avec une petite conclusion brève, en forme un petit peu de retour d'expérience de cet après-midi avec vous, Souad Mazari. C'est avec vous qu'on a construit ce programme. Peut-être nous dire tout simplement ce que vous avez retenu d'important de ces échanges, avec effectivement ce dialogue que vous avez pu avoir avec... des cliniciens, des scientifiques et des sociologues. En tous les cas, toutes les parties prenantes autour d'une maladie qui est sortie quand même de l'ombre aujourd'hui. Souad. Tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant. Moi, ce que je retiens, c'est ce que demande le PNDS, c'est la multidisciplinarité. C'est ça. Et je trouve que chacun a sa place et tout le monde a une action très importante. Et je remercie les ophtalmologues, les neuroradiologues, etc., d'avoir été présents parce qu'ils participent activement au diagnostic, à la prise en charge sur ces pathologies-là, sur des maladies, encore une fois, je le répète, où le patient se sent totalement isolé. Moi, je suis très heureuse, et il faut rappeler aux patients que Elisabeth Maillard a démontré qu'il y avait beaucoup de recherches, qu'il y avait beaucoup de choses qui arrivent et qui doivent être démontrées et encore étudiées, et qu'on a des choses, on a des traitements qui sont présents. Il y a des réseaux, il y a des centres, mais aujourd'hui, dans la pratique, ce que nous remontent les patients, c'est que ça reste encore très difficile. Bien sûr. Évidemment que les urgences, c'est très difficile. C'est un pas, c'est la première porte qui est très compliquée. Et je dirais même voir le généraliste, puisque le généraliste ne peut pas connaître et reconnaître une maladie inflammatoire. Donc déjà une perte de temps. La perte de temps sur des urgences. Et ensuite l'accès à la neurologie, évidemment. C'est-à-dire une fois qu'on est en pré-diagnostic et qu'on est dans la filière, c'est assez optimal. Le problème, c'est avant, premièrement. Deuxièmement, vous l'avez évoqué, c'est tous les examens à faire pour identifier les biomarqueurs qu'on évoquait pendant la table ronde. Et également, ensuite, c'est constituer la valeur précise et relative des nouveaux traitements pour qu'on puisse aboutir enfin à cette stratégie, cette stratification thérapeutique qui apportera le meilleur aux patients en fonction de leur état de santé. C'est ça. Bien sûr, puisqu'aujourd'hui, on a presque tout. Et c'est révolutionnaire pour une maladie rare. Bien sûr. Toutes les maladies rares n'ont pas cette chance. On a vraiment une chance. Exactement. On vous le doit aussi un peu, parce que vous avez poussé les murs depuis quelques années sur ce sujet. De la visibilité. Exactement, ce qui est fondamental. On a beaucoup œuvré depuis 5 ans pour faire connaître, pour rassembler
les professionnels de santé, créer des ponts. On a aussi collaboré avec la Haute Autorité de Santé sur les évaluations et la commission de transparence, où on a expliqué ce que traversaient les patients. Nous, on est vraiment ce relais, c'est d'expliquer la vraie vie du parcours de la maladie. Je sais que les neurologues sont très orientés diagnostic clinique. Bien sûr. C'est très important. C'est fondamental. Bien sûr. Mais il y a aussi la vraie vie des patients, le quotidien. Et c'est ça, nous, on intervient. C'est d'être aux côtés de la vraie vie du patient, du moment où il sort du milieu hospitalier où il va être encadré, sans savoir qu'il sort de l'hôpital, mais qu'il y a encore des analyses qui sont en attente, qui sont en cours. Et malheureusement, il a déjà un petit mot. Il a très certainement le terme... c'est probablement une NMOSD, c'est probablement une maladie de vie, qu'une MOGAD. Et donc, forcément, aujourd'hui, avec la visibilité qu'on a, ils arrivent vers nous. Complètement. Et vous êtes le médiateur et l'accompagnateur, parce que vous avez aussi une expertise que les nouveaux patients recherchent auprès de vous aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Très bien. Avec des outils qu'on a mis à leur disposition sur le site internet, des vidéos d'experts qui expliquent très très bien ce que c'est la pathologie. Et la première chose, c'est ce que nous disent les patients, c'est qu'on a trouvé sur le site internet des premières réponses. Et pour autant, il y a un accompagnement psychologique qui est manquant. Et c'est ça. Pour faire face à cette terreur. Les fameux supports, soins de support qui sont fondamentaux. Les soins de support sont difficiles aujourd'hui. Il faut le dire, et on a le droit de le dire. C'est que les supports, il y a moins d'infirmières, il y a des difficultés à trouver des kinésithérapeutes, il y a des difficultés à trouver des rendez-vous pour faire des surveillances, que ce soit chez la femme notamment, les gynécologues, dermatologues, etc. Et ça reste très complexe. Et on est très inquiet aujourd'hui, même si tout a été très positif sur la science et sur les avancées réelles, concrètes de ces pathologies-là. Quelle prise en charge aujourd'hui peut-on offrir aux patients une fois sorti du diagnostic de son anticorps ou du doute? Quant au doute... Sans oublier l'accompagnement psychosocial d'une maladie qui est fortement invalidante physiquement, mais aussi dans sa relation aux autres, dans sa vie au travail, par exemple. Il ne faut pas l'oublier, il faut bien le rappeler, tout ça. Tout s'écroule. Exactement. Tout s'écroule. Mais tout peut un peu se reconstruire, pièce par pièce. C'est un peu ce qu'on peut retenir peut-être de cet après-midi, en voyant qu'effectivement, c'est pas si fréquent, une maladie rare comme celle-là, qui était sans solution dédiée, où effectivement trois innovations se profilent en même temps, et d'autres potentiellement sur la partie, enfin la MOGAD, si je ne m'abuse. C'est ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de patients MOGAD que de patients AQP4. Et surtout, c'est que c'est très varié. Il peut y avoir des enfants, des hommes, des femmes, avec des âges différents. Ça va de 6 à 85 ans. Et je pense que c'est vraiment la pathologie qui va, il me semble, qui a l'air d'augmenter. Et il y en aura beaucoup plus. Et elle semble se rapprocher de la sclérose en plaques. Heureusement qu'il y a l'anticorps. Bien sûr. Donc voilà. Ok. Une note d'espoir pour 2030, soit si vous deviez avoir un rêve. L'espoir qu'on a, nous, c'est vraiment de continuer ce qu'on a fait. On a voulu créer des ponts. On a collaboré, on a éclairé, on a mis en avant des professionnels de santé, on a mis en avant des témoignages, des expertises, des centres de référence et des centres experts. On va continuer. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est, au-delà d'un comité scientifique qui nous rejoindrait au niveau de l'association NMO France, nous lançons pour fin 2025, début 2026, c'est le Conseil des patients. D'accord. Donc le Conseil des patients... le but est de... Le Conseil des patients, c'est vraiment d'avoir une collaboration avec des patients qui sont experts et qui peuvent remonter les informations du terrain de façon très structurée, avec des professionnels de santé qui souhaitent s'engager pour l'amélioration de la prise en charge et diffuser l'information et participer une fois par an
à des prises de décision communes de la science aux patients et des patients à la science. Très intéressant. Donc, le conseil des patients, c'est vraiment de faire corréler et de communiquer plus ensemble une fois par an. Un sujet que nous aurons plaisir à suivre, je vous le dis tout de suite, Souad, à Pharmaceutique, parce que nous allons dédier, on l'a déjà indiqué, mais on va dédier tout un numéro spécial du magazine aux patients au pluriel aujourd'hui, dans toutes leurs dimensions. Donc ça, c'est un élément qui peut en faire partie. Merci à vous, Souad. Merci pour cet échange. Merci pour cette émission qu'on a préparée ensemble. Vous pourrez donc, comme je l'ai dit, lire des comptes rendus écrits de ces différents échanges sur notre site. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres événements. Merci, à bientôt. Merci.